Shiki est un adolescent perturbé et Leki était à deux doigts de massacrer toute sa classe. Sans surprise, il a été expulsé de son école pour son mauvais comportement, principalement parce qu'il menaçait sans cesse d'utiliser ses camarades de classe comme cible d'entraînement. Il essaie de faire comme si son expulsion lui était indifférente, mais honnêtement, vu la tournure que prend sa vie en ce moment, il sait qu'il va probablement passer le reste de son existence à retourner des hamburgers chez Mickey de S. Quelques instants plus tard, le père de Shiki fait irruption dans la pièce et frappe Shiki à la tête parce qu'il vient de recevoir la lettre l'informant de l'expulsion de son fils. Il n'arrive pas à croire que Shiki se soit fait renvoyer de l'école comme ça, et il est tellement en colère qu'il essaie de frapper Shiki à nouveau, mais Shiki s'est déjà adapté à son mode d'attaque, alors il l'esquive et saute sur son lit. Son père se calme après ça, mais il veut quand même une explication de Shiki, car il veut savoir pourquoi il a été renvoyé. Il veut également savoir comment Shiki a réussi à se procurer toutes les armes qu'il garde dans sa chambre, car ce genre de matériel coûte cher et n'est pas légal. Il dit à Shiki qu'il doit arrêter de se comporter ainsi avant de gâcher sa vie, mais cela touche une corde sensible chez Shiki, qui crie à son père qu'il est content qu'il ne soit pas lié par le sang, car il ne voudrait jamais finir comme lui. Cette dernière remarque blesse profondément le père de Shiki, et Shiki sait qu'il est allé trop loin, mais avant qu'aucun des deux ne puisse ajouter un mot, le téléphone sonne dans le magasin d'alcool que possède le père de Shiki, qui descend donc pour répondre. Quand il décroche, il est surpris de découvrir qu'il s'agit d'une grosse commande de bière, mais comme il n'a pas beaucoup de clients, il est heureux de la prendre. Il part en voiture pour livrer la commande, et une fois que Shiki le voit partir, il décide de s'entraîner au tir et commence à marmonner qu'il aurait aimé que les choses ne se soient pas passées ainsi. Soudain, il entend un grand bruit de collision à l'extérieur de sa chambre, et un instant plus tard, il est traîné dans la rue par une corde de brume noire. Shiki est complètement désorienté par la chute, et lorsqu'il réalise ce qui se passe, un homme nommé Samidar sort lentement de la fumée, et il semble savoir qui est Shiki. À ce moment-là, une voiture surgit de nulle part et percute Samidar contre un mur. Une fois qu'il a cessé de bouger, le père de Shiki lui crie de monter immédiatement dans la voiture. Shiki ne pose pas de questions et saute immédiatement dans la voiture de son père, mais une fois qu'ils sont en sécurité, il commence à poser beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi un fou l'a traîné dans la rue et pourquoi son père était si calme à l'idée de le tuer avec une voiture. Le père de Shiki lui répond qu'il est impossible qu'un homme comme Samidar meure après avoir été renversé par une voiture. Shiki ne comprend toujours pas ce qui se passe, alors son père décide qu'il est temps de lui dire la vérité. Il informe Shiki qu'il est un descendant des Oni, et que Samidar est un descendant de Momotaru, ce qui explique pourquoi il est si déterminé à traquer Shiki. Shiki est tellement stupéfait qu'il ne sait pas quoi dire, et il y a beaucoup plus à raconter, mais son père n'a pas le temps d'expliquer tous les détails car il semble que Samidar les ait rattrapés. Une brume noire commence à envahir la voiture, qui tombe en panne. Le père de Shiki est donc obligé de se diriger vers une usine abandonnée à proximité afin qu'il puisse s'échapper. Une fois sorti, Shiki se retourne et voit la voiture recouverte de cette étrange brume noire, mais avant qu'il n'ait le temps de demander ce que c'est, la voiture explose dans une énorme boule de feu. Dans le chaos, le père de Shiki détourne son regard de Shiki pendant une seconde, et dans ce court laps de temps, Shiki est kidnappé par Samidar. À l'intérieur de l'entrepôt, Samidar utilise sa brume noire pour retenir Shiki en l'air. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait cela, il répond simplement que tous ceux qui possèdent du sang Oni ne sont rien d'autre que des parasites à exterminer. Samidar s'apprête à exécuter Shiki une bonne fois pour toutes, mais avant qu'il ne puisse le faire, le père de Shiki arrive pour l'en empêcher. En entrant, il explique que toutes les légendes de Momotaru et des Oni sont vraies, et que la bataille fait rage depuis des millénaires. Au fil des générations, les descendants de Momotaru ont tous pris la responsabilité d'éliminer les Oni, ce qui a donné naissance à l'agence Momotaru. Shiki est toujours perplexe face à tout cela, mais son père ne s'attendait pas à ce qu'un raté comme lui comprenne immédiatement. Pour l'instant, il dit à Shiki de rester où il est et de le laisser s'occuper de Samidar. Mais dès que Samidar apprend que le père de Shiki a l'intention de le défier, il crée deux épées à partir de la brume noire et charge à une vitesse stupéfiante. Cependant, le père de Shiki sort sa propre lame de brume et bloque l'attaque. La brume noire est une caractéristique unique que seuls les descendants de Momotaru possèdent, et c'est là que l'histoire du père prend toute son ampleur. Le père de Shiki était en fait un ancien membre de l'agence Momotaru qui travaillait autrefois aux côtés de Samidar. Il s'appelait autrefois Tsuyoshi Momo. Cependant, il a abandonné cette vie il y a longtemps afin d'élever Shiki loin des regards de l'agence, mais malheureusement, il n'a pas pu garder Shiki caché éternellement. Samidar demande à Tsuyoshi s'il a oublié à quel point les Oni sont dangereux, mais Tsuyoshi ne veut pas en parler, tout ce qu'il veut, c'est protéger Shiki. Tsuyoshi se bat vaillamment contre Samidar, mais celui-ci finit par le rattraper et, en un instant, la poitrine de Tsuyoshi est ouverte. Il tombe au sol, inconscient, et Shiki est horrifié par ce qu'il vient de voir. Il se met à crier sur Samidar pour avoir blessé son père, alors Samidar se tourne vers lui et se prépare à achever Shiki,
mais avec le peu de force qui lui reste, Tsuyoshi attrape sa jambe pour l'empêcher d'atteindre Shiki. Samidar demande à Tsuyoshi pourquoi il va si loin pour protéger un enfant Oni, mais celui-ci répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Shiki n'est peut-être pas le meilleur élève, ni la meilleure personne, d'ailleurs, et il a peut-être du sang Oni dans les veines, mais il n'a jamais fait de mal à personne, alors Tsuyoshi demande à Samidar comment il peut se résoudre à tuer un enfant innocent comme celui-ci. Les paroles de Tsuyoshi font mal à Samidar, qui regrette tout ce qu'il a fait ces derniers temps, mais il ne veut plus écouter cela, alors il invoque son épée et se prépare à achever Tsuyoshi. Shiki est impuissant alors qu'il regarde son père sur le point de mourir aux mains de Samidar, et la seule pensée qui lui traverse l'esprit à ce moment-là est à quel point il veut tuer Samidar. Le sang commence à couler de tous les orifices de son corps alors que son esprit est submergé par une haine pure, et lorsque Samidar reporte son attention sur Shiki, celui-ci n'est plus là. L'instant d'après, Samidar entend le bruit de plusieurs armes à feu qu'on arme près de sa tête, et il est tellement surpris qu'il recule instinctivement, évitant de justesse l'attaque, mais il ne sait toujours pas où se trouve Shiki. À ce moment-là, il voit une goutte de sang tomber sur le sol, alors il lève les yeux et aperçoit Shiki, réveillé, suspendu au plafond. Samidar n'arrive pas à croire que Shiki ait pu réveiller ses pouvoirs d'Oni et contrôler son sang en si peu de temps, mais ce qui rend les Oni vraiment terrifiants, c'est leur manque total d'humanité, qui les rend incroyablement brutaux. Samidar prépare son épée en prévision de la prochaine attaque de Shiki, mais lorsque celui-ci commence à lui lancer des missiles de sang, Samidar se rend compte qu'il ne peut pas faire face et se met à fuir. Il parvient finalement à échapper aux rayons de l'explosion, mais cela ne signifie pas que la bataille est terminée, car Shiki émerge de la fumée et donne un coup de pied si violent à Samidar qu'il le projette dans un tas de gravats et le laisse à peine conscient. Shiki se tient alors au-dessus de lui et déchaîne toutes les armes qu'il a stockées dans son arsenal. L'entrepôt est détruit dans le chaos, mais étonnamment, Samidar a réussi à survivre à l'attaque, et plus surprenant encore, Shiki se transforme soudainement en humain. Shiki est confus et se demande pourquoi son corps est couvert de sang, ce qui est une réaction normale compte tenu de la situation. Samidar prévoit de profiter de cette confusion pour achever Shiki avant qu'il ne se transforme à nouveau. Il se précipite vers Shiki, tout en répétant que tous les Oni doivent être éliminés sans exception. Shiki n'est pas encore capable de contrôler cette transformation à volonté, il est donc pour l'instant une proie facile. Cependant, alors que sa lame est sur le point de frapper, Tsuyoshi se jette devant lui et prend le coup à sa place. Samidar n'arrive pas à croire que Tsuyoshi soit prêt à sacrifier sa vie pour un Oni, mais Tsuyoshi se souvient des bons moments qu'il a passés avec Shiki et, honnêtement, cela ne le dérange pas de mourir ici, car il a eu une vie bien remplie. Samidar est fatigué de ce combat, et toutes les destructions qu'ils ont causées commencent à attirer l'attention d'une foule. Comme l'agence Momotaru doit rester secrète, Samidar se retire pour l'instant et disparaît dans un nuage de brume noire. Une fois Samidar parti, Tsuyoshi s'effondre dans les bras de Shiki, qui est très inquiet pour lui. Il dit qu'il va appeler une ambulance, mais Tsuyoshi lui répond qu'aucun hôpital ne peut le sauver à ce stade. Sa mort n'est qu'une question de temps, et il aimerait parler une dernière fois à Shiki. Tout d'abord, il s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant tout ce temps, mais ce n'est pas vraiment un sujet facile à aborder dans une conversation. Malheureusement, il ne sera plus là très longtemps, il ne peut donc pas lui offrir beaucoup de soutien, mais il dit à Shiki de s'assurer de devenir plus fort à l'avenir afin de pouvoir vaincre à la fois le groupe Momotaru et les Oni, et ainsi vivre une vie vraiment libre. Shiki crie à son père qu'il parle comme s'il était déjà mort, car il n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Il commence à porter Tsuyoshi à l'hôpital, et voir Shiki se montrer si attentionné à son égard fait sourire Tsuyoshi, mais ses blessures sont bien trop graves, et après avoir fait quelques pas, Tsuyoshi perd toutes ses forces et s'effondre sur le sol. Shiki supplie désespérément son père de se lever, car il n'a toujours pas eu l'occasion de s'excuser et de réparer toutes les paroles blessantes qu'il a prononcées à son sujet ce matin, mais il est déjà trop tard, car Tsuyoshi est mort. Shiki reste assis là un moment et pleure sur le cadavre de son père, mais soudain, quelqu'un arrive derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester ici, car il y aurait trop de témoins. Shiki est surpris, alors il se prépare à un autre combat, mais avant même qu'il ait pu se retourner, il reçoit un coup dans le cou et est assommé instantanément. Il faut beaucoup d'habileté pour pouvoir surprendre quelqu'un avec des patins à roulettes, donc Shiki n'avait clairement aucune chance contre lui dès le départ. Pendant ce temps, les dirigeants de l'agence Momotaru sont tous en émoi car ils viennent d'apprendre l'échec de Samidar dans sa tentative d'éliminer Shiki, et ils commencent à se demander s'il est devenu plus faible, mais étant donné la situation, ils ne peuvent pas lui reprocher de s'être retiré, car ils ne peuvent pas laisser le public découvrir leur existence. Cependant, ils ne veulent pas non plus que le public prenne conscience de l'existence des Oni, ils prévoient donc de tuer Shiki dès qu'ils mettront la main sur lui. Cependant, cela va être presque impossible maintenant, car après avoir été assommé, il a été emmené sur une île isolée au milieu de nulle part, et l'idée est d'inscrire Shiki dans une école remplie de demi-Oni comme lui afin qu'il puisse entraîner ses capacités correctement, mais avant cela,
Neto va devoir faire une évaluation approfondie pour déterminer si Shiki va être utile ou non, et je peux déjà vous dire que cela ne va pas être une expérience agréable. Shiki se réveille et se retrouve torse nu et attaché à une chaise, tandis que l'homme derrière lui fait des pompes sur son parapluie. C'est une phrase que je n'aurais jamais pensé devoir dire, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est même pas la chose la plus étrange que Shiki ait vue jusqu'à présent. L'homme s'appelle Neto, et maintenant que Shiki est réveillé, il dit qu'il va commencer à expliquer ce qui se passe. D'abord, il révèle ses cornes pour montrer à Shiki qu'il est un Oni, tout comme lui, et après cela, il dit à Shiki qu'il a été amené ici pour 2 raisons, évaluation et récupération. Comme Shiki le sait déjà, l'agence Momotaro traque les Oni comme eux en utilisant la brume noire, et l'homme qui a tué le père de Shiki en faisait partie. Leur objectif est d'exterminer finalement tous les Oni dans le monde, donc, pour s'opposer à eux, l'agence Oni a été formée. Le travail de Neto est de trouver des Oni récemment réveillés comme Shiki et de déterminer s'il est apte à rejoindre l'agence Oni. C'est à peu près tout, donc Neto reprend son tableau et détache la bouche de Shiki pour qu'il puisse poser des questions. Cependant, dès que Shiki peut parler à nouveau, il se met immédiatement à crier sur Neto et exige de savoir ce qu'ils ont fait de son père. Neto est agacé par tous les cris de Shiki, donc il retire quelques points de l'évaluation et dit à Shiki que le corps de son père a été stocké en toute sécurité dans cette installation, mais de toute façon, le type est mort maintenant, donc ce n'est pas important. Shiki commence à se tortiller et à essayer de se libérer, mais ce comportement violent est en quelque sorte la raison pour laquelle Neto l'a attaché en premier lieu, donc il ne le libérera pas encore. Shiki est incroyablement furieux, mais il sait que crier ne le mènera nulle part, donc il prend un moment pour se calmer et demande calmement à Neto de le libérer parce qu'il a un compte à régler avec le type qui a tué son père. Cependant, bien que sa voix ait pu être calme, le visage de Shiki a toujours l'air vraiment en colère, donc Neto refuse de le détacher. De plus, il sait qu'il n'y a aucun moyen que Shiki ait une chance contre un agent Momotaro, mais si Shiki est si déterminé à se faire tuer, alors Neto a une meilleure façon de l'évaluer. Il enlève sa cravate, et avant que Shiki puisse même réagir, Neto s'est faufilé derrière lui et commence à l'étrangler avec. En gros, Shiki doit trouver un moyen de sortir de cette situation pour réussir le test de Neto, et s'il ne peut pas le faire, alors il meurt. De toute façon, Neto s'en fiche vraiment. Shiki refuse de se laisser mourir entre les mains d'un connard en roller, donc il se débat jusqu'à ce que du sang commence à s'accumuler autour de ses yeux, mais malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir à temps, donc il finit par s'évanouir. Neto est totalement prêt à continuer à étrangler Shiki jusqu'à ce qu'il soit officiellement mort, mais avec Shiki évanoui, son subconscient prend le dessus, et il entre en mode berserker Oni. Le sang sur le sol forme des pointes qui faillissent s'abattre sur Neto, donc il est obligé de reculer, et dès qu'il détourne les yeux de Shiki, il se retrouve avec un pistolet mitrailleur pointé sur la tête. Shiki ouvre le feu sans hésiter, mais quand la poussière retombe, Neto est complètement indemne parce qu'il s'est protégé en utilisant son parapluie de sang. Il peut dire que Shiki n'a pas encore appris à contrôler ses pouvoirs sanguins parce que la seule façon dont il pouvait se battre était en devenant berserker, mais cela pourrait être un bon moment pour enseigner, donc Neto prévoit de le maîtriser aussi doucement que possible. Au moment où Shiki reprend conscience, il trouve son bras couvert de sang tandis que Neto se tient au-dessus de lui. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, et Neto s'y attendait parce que quand un Oni devient berserker, il perd tout sens de soi et détruit tout sur son passage, c'est pourquoi cette pièce est complètement saccagée maintenant. Shiki ne comprend toujours pas un mot de ce que dit Neto, et Neto commence à penser que Shiki est peut-être juste stupide, mais pour que ce soit aussi clair que possible, Neto voit Shiki comme un balourd maladroit qui ne comprend rien au contrôle de son sang, donc il lui dit qu'il a été disqualifié. Shiki est incroyablement frustré par la façon dont les choses ont tourné, mais malgré toute sa colère, une chose est claire pour lui maintenant, Neto est incroyablement fort, donc il n'a aucune chance de le battre. Reconnaître cela blesse l'ego de Shiki, mais il a besoin de toute l'aide possible s'il veut affronter l'agence Momotaro et se venger de ce qu'ils ont fait à son père. Il avale sa fierté et s'incline pour supplier Neto de faire de lui son élève, mais Neto en a déjà assez de Shiki, donc il le rejette immédiatement. Au combat, se battre sans réfléchir signifie une mort instantanée, donc quelqu'un comme Shiki, qui est devenu berserker sans réfléchir, ne tiendrait jamais. Il ne peut pas contrôler son sang correctement, et il est juste stupide, donc Neto ne veut pas d'un élève inutile comme lui. De toute façon, maintenant que Neto a confirmé que Shiki est inutile, il va devoir s'en débarrasser puisqu'il ne peut pas laisser un berserker incompétent errer librement. Shiki est stupéfait par ce que Neto vient de dire, mais d'après ce qu'il a appris sur Neto jusqu'à présent, il sait qu'il ne plaisante pas, donc il doit agir rapidement s'il veut survivre. Shiki se retourne et s'enfuit alors que Neto prépare son parapluie de sang, mais il sait qu'il ne pourra pas s'échapper avant que Neto n'attaque, c'est pourquoi il commence à charger vers lui. Neto pense que Shiki a dû perdre la tête puisqu'il n'a aucun moyen de gagner une confrontation frontale. Il prépare un mur de pointe pour intercepter Shiki, et dans sa tête,
Il prévoit tous les mouvements possibles que Shiki pourrait faire ici. Il essaierait soit d'attaquer sur le côté, sauter par-dessus, ou reculer parce qu'il ne peut pas traverser ses pointes, et comme Neto l'avait prédit, Shiki choisit de sauter par-dessus les pointes. Mais ce que Neto n'avait pas anticipé, c'est le fait que Shiki a pu créer un pistolet en plein saut, donc il tire sur Neto en pleine tête à bout portant. Shiki est fier de lui d'avoir réussi à toucher Neto, mais Neto n'a pas été blessé par la balle de sang puisqu'il est bien plus fort que Shiki. Il est choqué que Shiki ait pu contrôler son sang, mais il pense que c'était juste un coup de chance puisque, à en juger, Shiki est sur le point de redevenir berserké. Il ne veut pas avoir à affronter à nouveau le diable tireur, donc Neto prépare son attaque ultime pour éliminer Shiki instantanément. Cependant, à sa surprise, Shiki parvient en fait à supprimer son mode berserké et reste en contrôle, donc peut-être que ce n'était pas un coup de chance après tout. Neto ne comprend pas comment Shiki a réussi à faire ça, donc il demande une explication à Shiki, et en gros, Shiki a vu Neto utiliser sa bague pour se couper le doigt afin de manifester son parapluie de sang, et il a juste essayé de copier pour produire un effet similaire. Il a en quelque sorte juste crié dans sa tête pour lui donner un pistolet, et finalement, son bras s'est transformé en pistolet, donc ça a bien marché pour lui. Neto a du mal à croire qu'une logique aussi stupide ait fonctionné, mais il ne peut pas nier que ce que Shiki a fait était efficace. Normalement, pour éviter de devenir berserké, un Oni devrait garder toutes ses émotions sous contrôle strict en tout temps, donc les têtes brûlées comme Shiki ont généralement du mal à contrôler leur sang et partent en vrille. Cependant, Shiki est différent, c'est plus comme s'il avait tabassé toutes ses émotions et fait fonctionner son mode berserké pour lui. C'est une méthode grossière, mais la puissance qu'elle a permis à Shiki d'utiliser était certainement explosive. Shiki dit à Neto que tout ce qu'il veut, c'est devenir assez fort pour tuer l'homme qui a tué son père, donc Shiki promet qu'il fera de son mieux pour apprendre tout ce que Neto lui enseignera s'il accepte de le prendre comme subordonné. Shiki est très sincère en ce moment, et Neto peut le voir, mais il rejette tout de même la demande de Shiki. Ce que Shiki vient de faire n'était rien de moins qu'un pari de mort, et il n'avait aucun plan de secours prêt au cas où il perdrait effectivement le contrôle, donc Neto pense toujours qu'il est incompétent. Cependant, cela ne signifie pas que Shiki est complètement désespéré, donc Neto a décidé de le prendre comme élève après tout, donc il annule l'exécution de Shiki. Il n'expliquera pas ce que Shiki a fait pour changer d'avis, mais ce qui est important, c'est qu'il pense que Shiki a du potentiel, et il ne veut pas voir cela gaspiller. L'île sur laquelle il se trouve s'appelle Onigashima, et en son centre se trouve une école construite spécifiquement pour les Oni, l'Académie Rosetsu. Il dit à Shiki que l'Académie est une école militaire qui entraîne les Oni à combattre l'agence Momotaro, mais Shiki est plus préoccupé par le fait qu'il est apparemment sur une île en ce moment. Neto pique Shiki au visage pour avoir parlé de choses sans rapport alors qu'il est encore en train d'expliquer, et ensuite il déclare qu'il est le professeur principal de cette académie, donc à partir de maintenant, il sera responsable de Shiki et des autres élèves. Shiki devra vivre, s'entraîner et se battre tous les 2 jours pour pouvoir finalement affronter les agents Momotaro, donc il ferait mieux d'être prêt, mais le cerveau de Shiki est surchargé par toutes les informations que Neto vient de lui balancer. Il y a encore beaucoup de choses que Shiki ne comprend pas, mais en fin de compte, il se fiche de ce qu'il doit faire tant qu'il devient assez fort pour se venger. Peu après, Neto emmène Shiki dans un vestiaire pour qu'il enfile son nouvel uniforme scolaire, et Shiki se sent un peu bizarre puisqu'il ne pensait pas qu'il aurait à porter un uniforme scolaire à nouveau après avoir été expulsé de son ancienne école. Neto dit à Shiki qu'il y a quelques autres élèves dans sa classe, mais parmi eux tous, Shiki est de loin le plus faible, donc il ferait mieux de ne pas chercher de bagarre. Au fait, Shiki demande à Neto où est son père, donc Neto explique qu'ils ont gardé le corps du père de Shiki dans la morgue, et les arrangements pour les funérailles sont sa décision à prendre. L'humeur joyeuse de Shiki baisse quand on lui rappelle que son père est mort, mais Neto lui dit qu'il ne sert à rien de se morfondre dans ses regrets. Au lieu de cela, il devrait se concentrer sur le fait de devenir plus fort pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de regrets. Cela dit, Neto ne veut pas perdre plus de temps à rester planté ici, donc il part en roller et dit à Shiki qu'il n'a que 15 secondes pour arriver en classe avant d'être en retard. Shiki ne pense pas que ce soit juste, mais il n'a pas le choix, donc il court aussi vite qu'il peut pour le rattraper. Ils finissent par arriver à la porte de la classe, et Shiki essaie de trouver la façon la plus cool de se présenter à la classe, mais Neto déteste perdre du temps comme ça, donc il donne juste un coup de pied à Shiki, et Shiki tombe à plat ventre, se donnant un saignement de nez. Une fois que Shiki réalise que son nez saigne, il demande à la première personne qu'il voit de lui donner un mouchoir, mais Jin lui dit de juste la fermer et de se taire. La réponse de Jin énerve Shiki, donc il se met dans le visage de Jin pour ça. Jin n'est pas le seul autre élève dans cette classe, il y a Kina, Juju, Homer et Akari, une casse-cou dès le premier jour, mais pour l'instant, Shiki se fiche complètement des autres parce qu'il a un compte à régler avec Jin. Juste alors, Shiki et Jin se retrouvent soudainement assis l'un à côté de l'autre avec Neto debout derrière eux, et aucun des deux n'a pu sentir Neto bouger à l'instant, donc ils sont tous les deux paralysés de peur.
Cependant, Shiki se plaint toujours qu'il ne veut pas avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un comme Jin. Malheureusement, Neto se fiche complètement des problèmes personnels de Shiki, donc il continue avec l'annonce de la classe et informe tout le monde qu'aujourd'hui, ils vont jouer à un jeu de chat. Shiki est confus et pense que chat pourrait être un mot de code dans cette école, mais non, c'est juste un jeu de chat. Neto dit que les élèves devront traverser la forêt et arriver au but pour gagner, mais Neto viendra après eux, et quiconque il attrape sera expulsé sur le champ. Pour rendre les choses un peu plus équitables, il dit qu'il n'utilisera pas du tout son sang, tandis que les élèves sont autorisés à utiliser autant de sang qu'ils veulent. Cependant, il avertit que s'ils deviennent berserkers, alors il sera obligé d'utiliser son sang aussi, et ça ne finira pas bien pour eux. Jin demande à Neto ce qui se passe s'il le tue accidentellement pendant ce jeu, et Neto répond que si quelqu'un est capable de le tuer, il obtiendra immédiatement son diplôme et sera affecté à une unité de son choix, donc ils sont libres d'essayer, mais il ne rendra pas les choses faciles. Tout le monde semble excité par le jeu maintenant qu'ils connaissent les récompenses, mais Shiki semble un peu hésitant parce qu'il n'est pas encore habitué à tout ça. Cependant, un petit inconfort ne l'empêchera pas de donner le meilleur de lui-même, donc il dit à Neto de venir. Mais avant cela, il y a une autre règle que Neto a oublié de mentionner. Pour gagner ce jeu, ils devront avoir l'une de ces balles lorsqu'ils franchiront la ligne d'arrivée, mais leur remettre serait trop simple, alors Neto lance les balles loin dans la forêt. Il divise ensuite tout le monde en différents groupes, le premier groupe étant composé de Omar, Shiki et Jin. Le deuxième groupe comprend Ikari et Guji, et le troisième groupe sera composé de Rokuro et Kina. Les groupes de 2 membres devront s'affronter pour obtenir une balle et atteindre l'objectif, mais quant au groupe de Shiki, les 3 membres devront se disputer 2 balles, et celui qui ne parviendra pas à en obtenir une sera expulsé. Shiki tente de s'opposer à cette décision, car il ne veut pas être dans le même groupe que Jin, mais Neto lui dit que s'il ne veut pas participer au jeu, il sera immédiatement expulsé. Shiki n'a donc pas d'autre choix que de se taire et de se plier aux règles du jeu. À ce moment-là, Omar s'approche de Shiki et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, car elle promet de ne pas se mettre en travers de son chemin. Mais pendant qu'elle dit tout cela, la seule chose qui traverse l'esprit de Shiki à ce moment-là est « Waouh, une fille me parle vraiment ». C'est la première fois qu'une telle chose lui arrive, alors il jure immédiatement qu'il protégera Omar jusqu'à la mort, mais elle ne lui demandait pas tout cela, elle ne veut simplement pas avoir à se battre. Elle se rend ensuite auprès de Jin pour lui demander d'y aller doucement avec elle, mais Jin l'ignore complètement, alors elle fond en larmes et essaie de cacher son visage dans la terre, prise d'angoisse. Shiki crie sur Jin pour avoir fait pleurer Omar, mais Jin lui répond que s'il tient tant à se faire des amis ici, il ferait mieux de démissionner tout de suite, car il n'y a aucune chance qu'il arrive à obtenir son diplôme sans être expulsé. Shiki rétorque qu'il a ses raisons d'être ici et qu'il ne se laissera pas expulser avant d'avoir atteint ses objectifs, mais connaissant Shiki, Jin suppose que son objectif doit être quelque chose d'inutile, alors il ne le prend pas au sérieux. Entendre Jin se moquer de ses objectifs énerve vraiment Shiki, alors quand le jeu commence enfin, il ignore complètement l'objectif principal et poursuit Jin pour se battre avec lui. Omar reste là pendant quelques secondes, perplexe, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est censée courir après eux aussi. Dans la forêt, Jin saute d'arbre en arbre, concentré sur la recherche des orbes, mais tout à coup, Shiki apparaît derrière lui et tente de frapper Jin à la tête avec un bâton. Il est prêt à laisser passer beaucoup de choses, mais qualifier son objectif d'insignifiant est quelque chose que Shiki ne peut pas ignorer, il va donc devoir donner une leçon à Jin. Jin est agacé par le harcèlement constant de Shiki, mais après tout, il s'agit d'une compétition, il ne devrait donc pas y avoir de problème s'il en profite pour réduire Shiki en bouillie. Il enlève alors ses gants et passe son doigt sur ses bras, créant plusieurs scies circulaires à partir du sang qui en résulte. Shiki est choqué que Jin ait pu utiliser ses pouvoirs sanguins aussi facilement, mais il ne peut pas lui montrer qu'il est impressionné, alors il essaie de faire la même chose et mord l'un de ses doigts pour faire couler du sang. Malheureusement, cela ne fonctionne absolument pas, et crier sur son bras ne va pas l'aider, alors Shiki décide de s'en prendre à Jin avec un simple bâton. Cependant, cela se passe comme on pouvait s'y attendre lorsqu'on affronte un Chainsaw Man pirate, et le bâton de Shiki est coupé en 2. Franchement, il a de la chance que sa tête soit toujours attachée à son corps. Pendant ce temps, Omar marche dans la forêt, à la recherche de Jin et Shiki, car elle a entendu un bruit étrange provenant de cet endroit, mais elle trébuche sur une branche et tombe tête la première sur le sol, se blessant au nez. Elle commence alors à sombrer dans la dépression, se sentant inutile, car elle est bien trop nulle pour rester inscrite dans cette école, et encore moins pour obtenir son diplôme. Pendant un instant, elle se remonte le moral en se rappelant que Shiki l'a aidée, mais cela ne fait que la rendre encore plus malheureuse, car elle est incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Pour l'instant, elle décide de continuer à se diriger vers l'endroit d'où provenaient les bruits, sans se rendre compte qu'une des sphères se trouvait à proximité depuis le début. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt, les autres peuvent entendre les bruits provenant du combat entre Jin et Shiki, et Ikari commence à être vraiment excité, alors il veut se joindre à eux,
mais Guji leur rappelle que ce n'est pas encore leur tour. Les choses ne s'annoncent pas bien pour Shiki, car non seulement il ne peut pas utiliser ses armes de sang comme Jin, mais en plus, Jin est bien meilleur que lui au combat, et Shiki se fait donc tabasser. Il fait de son mieux pour riposter, mais Jin est trop rapide pour lui, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il se retrouve à terre. Jin en a assez de battre Shiki, alors il lui dit de rester à terre afin qu'il puisse terminer le défi sans plus être interrompu. Cependant, Shiki refuse d'abandonner, alors Jin décide de l'achever avec un coup de sang, mais juste au moment où le coup va l'atteindre, Omar sort des buissons et se met en ligne de mire. Heureusement, Shiki parvient à la pousser hors de danger avant que quelque chose de grave ne se produise, mais il se fait entailler le bras dans la manœuvre et saigne légèrement. Quand Omar s'en rend compte, elle commence à s'excuser sans cesse d'être la cause de la blessure de Shiki. Shiki essaie de lui dire que ce n'est pas grave, mais Omar ne l'entend pas, trop occupé à se maudire d'être un tel fardeau. Soudain, son sang commence à réagir à son intense haine de soi, et sous les yeux de Shiki, un monstre de sang géant se forme. Jin est tout aussi choqué par ce qu'il voit. Il savait déjà que les Oni avaient plus de sang dans leur organisme que les humains, mais même selon les normes des Oni, c'est une créature de sang ridiculement grande. Omar supplie les deux hommes de s'enfuir, car s'ils ne le font pas, le monstre les tuera, et elle ne pourra rien y faire. Pendant ce temps, Neto se trouve ailleurs dans la forêt, attendant que les élèves se ressaisissent, quand soudain, il reçoit la visite du directeur de l'école. Le directeur se dit surpris que Neto ait choisi de confier aux nouveaux élèves une mission de vie ou de mort dès leur premier jour, alors qu'ils étaient censés suivre une orientation, mais Neto pensait qu'une expérience pratique serait plus efficace que de leur expliquer les choses dans une salle de classe. Plusieurs Oni meurent chaque année, et certaines personnes sont tuées simplement parce qu'elles sont apparentées à un Oni, mais les plus malchanceux sont ceux qui sont capturés vivants et utilisés comme cobayes par l'agence Momotaro. Ces enfants n'ont commis aucun crime, et la plupart d'entre eux ne connaissent même pas leur propre identité. Pourtant, ils sont tout de même massacrés. C'est une véritable tragédie, et le directeur espère que ces pauvres enfants auront une vie après la mort décente, mais Neto ne voit pas les choses de cette façon. Il croit que tant qu'il sera assez fort, il ne mourra pas aux mains d'un agent de Momotaro. Le directeur est plutôt d'accord avec l'idéologie de Neto, alors il lui demande de rendre ses élèves aussi forts que possible afin qu'ils puissent survivre. De retour sur le champ de bataille, Shiki a réussi à échapper à l'attaque du monstre, et Jin s'est précipité pour le détruire, mais le corps du monstre est trop épais pour qu'il puisse le couper en deux avec ses scies circulaires. Shiki appelle Omar et lui demande de faire quelque chose contre son monstre, mais malheureusement, elle n'a aucun contrôle sur lui et elle est trop faible pour faire quoi que ce soit pour le moment. Omar s'évanouit peu après, alors Shiki court vers elle car il veut l'éloigner du monstre le plus vite possible. Cependant, alors qu'il s'approche, le monstre cesse d'attaquer et commence instinctivement à protéger Omar, comme si son sang avait une volonté propre. Le monstre de sang considère clairement Shiki et Jin comme une menace, alors il crache une tonne de sang et inonde la zone. Il est impossible que cela ait été une utilisation efficace du sang de Omar, et même si elle a plus de sang que la moyenne des Oni, ses réserves doivent être faibles. Même si elle supplie Shiki de s'enfuir et de la laisser derrière lui, il refuse. Il a déjà vu quelqu'un qui lui était cher mourir sous ses yeux, et c'est vraiment horrible, alors il ne va pas la laisser mourir ici. Le monstre recouvre Omar et pousse un cri que tout le monde dans la forêt peut entendre, ce qui suffit à attirer l'attention de Neto, mais celui-ci n'a pas l'intention de s'en mêler, car il veut voir comment les enfants vont s'en sortir tout seuls. Shiki tente de libérer son sang en frottant sa main contre le sol comme il l'a fait contre Neto, mais Neto sait déjà que cela ne fonctionnera pas cette fois-ci. C'était un miracle sur 100 que Shiki ait réussi à le faire plutôt sans entraînement formel ni compréhension du fonctionnement de la libération de sang, mais sa chance ne peut pas durer éternellement. Shiki se rend compte qu'il est complètement impuissant dans cette situation, et il se sent incroyablement frustré car c'était la même chose lorsqu'il n'avait pas pu sauver son père. Alors que Shiki traverse cette crise, Jin lui dit d'arrêter de pleurer comme un bébé et s'avance pour affronter le monstre tout seul. Il enfonce ses 2 pouces dans ses bras, créant une tronçonneuse dans l'un et une scie circulaire dans l'autre. Neto voit cela et est très impressionné, car former 2 armes différentes en même temps nécessite un contrôle extraordinaire du sang. Le sang d'un Oni peut prendre n'importe quelle force ou forme requise par son utilisateur, à condition que celui-ci ait une image claire de ce qu'il veut créer. Souvent, la façon dont le sang se manifeste est liée à des traumatismes passés ou à des préférences et goûts personnels, c'est pourquoi on dit souvent que la libération de sang donne un aperçu du type de personne qu'est un Oni. Jin court le long du bras du monstre et, une fois assez près de sa tête, il tente de la trancher avec sa tronçonneuse. Cependant, à la dernière seconde, le monstre parvient à se protéger en sacrifiant l'un de ses bras, ce qui laisse beaucoup de travail à Jin. Et tandis que Jin est occupé à sauver la situation, Shiki est coincé sur la touche, ce qui le fait se sentir comme un vrai loser. Il ne comprend pas comment Jin peut utiliser son pouvoir sanguin si facilement alors que Shiki n'arrive pas à manifester quoi que ce soit. Cependant, à ce moment-là, il remarque quelque chose auquel il n'avait pas pensé auparavant, toutes les armes créées par Jin sont liées à la coupe,
et le pouvoir sanguin de Omar doit être le monstre qui tente de la protéger. Peut-être que le sang libéré est unique à chaque individu, et si c'est le cas, alors il sait exactement ce que sera le sien. Jin continue de faire de son mieux pour combattre le monstre, mais il est pris au dépourvu lorsque celui-ci lui crie dessus et lui crève les tympans, le mettant ainsi hors de combat. Neto suppose que Jin a atteint ses limites, il est donc enfin prêt à intervenir pour sauver les enfants, mais avant qu'il ne puisse le faire, Shiki crie derrière Jin, qui se retourne et est choqué de voir Shiki avec un énorme pistolet de sang attaché à son bras. Le monstre tente d'écraser Shiki dès qu'il le remarque, mais celui-ci parvient à l'esquiver et se prépare à tirer avant de lancer une explosion qui détruit complètement le monstre de sang d'un seul coup. La puissance de cette explosion était si immense qu'elle a en fait provoqué une pluie, même si cela n'a pas vraiment de sens. Mais aussi impressionnant que cela ait été, cela a beaucoup épuisé Shiki, qui s'effondre au sol quelques instants plus tard. Neto s'approche et dit à Shiki qu'il a utilisé beaucoup trop de sang d'un seul coup, et qu'il doit encore beaucoup travailler son contrôle, mais même pour quelqu'un qui a dû utiliser tout son sang pour une seule attaque, ce niveau de puissance était incroyable. Neto explique à Shiki que, dans le pire des cas, utiliser trop de sang pourrait le tuer, mais Shiki s'en était déjà rendu compte, et c'est précisément pour cette raison qu'il tenait tant à sauver Omar. Il demande à Neto de s'occuper d'abord d'elle, car elle a davantage besoin d'aide que lui pour le moment. Mais avant que Neto ne puisse faire quoi que ce soit, Jin surgit de nulle part et tente de trancher la tête de Neto. Neto réagit assez rapidement pour forcer Jin à battre en retraite. Neto lui dit qu'Omar a besoin d'un traitement d'urgence, et que ce n'est vraiment pas le moment de se battre, mais Jin se moque complètement de son état. Il veut juste savoir si l'offre que Neto lui a faite plus tôt est toujours valable. Neto confirme que si Jin parvient à le tuer, il sera immédiatement diplômé et envoyé dans l'escouade de son choix, mais seulement s'il y parvient. Jin charge Neto et tente de le trancher avec ses scies sanglantes, mais Neto utilise son parapluie pour parer les coups et le nargue en lui disant que ses scies mal conçus ne parviendront jamais à trancher son parapluie. Jin prend cela comme un défi personnel, alors il se précipite pour essayer de couper le parapluie, mais Neto lui fait remarquer que son parapluie ne sert pas seulement à dévier les attaques. Il actionne un interrupteur, libérant de la fumée des plis du parapluie, mais il assure à Jin qu'elle n'est pas toxique et qu'il n'a donc pas à s'inquiéter de la respirer. Cependant, il est toujours difficile de voir à travers, alors Jin suppose que Neto va essayer de l'attaquer par surprise maintenant que sa vision est obscurcie. Il se prépare à contre-attaquer dès que Neto se rapproche suffisamment, mais avant même qu'il puisse réagir, il reçoit 3 balles dans le bras. Il court se mettre à l'abri derrière un arbre, et nous voyons que Neto a transformé son parapluie en fusil et tire sur Jin. Les balles sont en caoutchouc, donc la vie de Jin n'est pas en danger, mais cela fait quand même très mal, et Neto va continuer à lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il tombe. Jin admet que cela lui rend la riposte difficile, mais il n'est pas encore à court d'astuces, alors il crée quelques scies supplémentaires sur son bras, et cette fois, il les lance sur Neto comme des projectiles. Neto est impressionné que Jin ait prévu un plan d'attaque pour les combats à distance, mais cela ne suffit pas, car lorsque Jin tente de s'approcher furtivement de lui en plein vol, Neto lui lance simplement une grenade, et il n'était pas du tout préparé à cela. Heureusement pour lui, il s'agit seulement d'une grenade fumigène, il n'explose donc pas, mais il ne voit plus rien et se prépare à essuyer d'autres tirs de Neto. Au contraire, Neto court derrière lui et lui assène un coup de poing dans le dos qui lui brise la colonne vertébrale. Il dispose même d'une physique ragdoll avancée amusante, mais Jin refuse d'abandonner. Neto lui dit qu'il était stupide de penser qu'il pouvait gagner alors qu'il était déjà blessé par son combat contre le monstre de Omar, et qu'en plus, il avait déjà utilisé beaucoup trop de sang, si bien qu'il pouvait à peine bouger. Il utilise son parapluie pour immobiliser Jin au sol et lui dit que s'il s'agissait d'un vrai combat, il serait déjà mort plusieurs fois. Il lui demande s'il est vraiment si désespéré de revoir son père, mais cette question choque Jin, car il ne sait pas comment Neto a découvert cela. Neto explique qu'il a fait quelques recherches sur Jin, et qu'il sait donc beaucoup de choses à son sujet, comme le fait que son père est un agent Momotaro, et que dès que le père de Jin a découvert que sa femme et ses enfants avaient du sang Oni, il les a tous massacrés sans hésiter, laissant Jin comme seul survivant. Les cicatrices qui couvrent le corps de Jin lui rappellent ce que son père a fait à sa famille et les années qu'il a dû passer à survivre en mangeant tout ce qu'il pouvait avaler, même si c'était immangeable. Il n'abandonnera donc jamais tant qu'il n'aura pas retrouvé son père et qu'il ne l'aura pas éliminé de ses propres mains, même si cela doit lui coûter la vie. Neto n'avait aucun problème avec l'objectif de Jin jusqu'à présent, mais cette dernière partie sur la mort l'a vraiment énervé, alors il frappe la tête de Jin contre le sol et lui dit « Ça ne sert à rien d'avoir un objectif si tu ne vis pas assez longtemps pour le réaliser ». Peu après, Neto appelle l'infirmière de l'école pour qu'elle vienne s'occuper de Omar, qui est toujours inconsciente et ne peut plus participer à l'épreuve. Quant à Jin, Neto l'a attaché à un arbre pour l'empêcher de causer d'autres problèmes. Il ne reste plus que Shiki comme dernier participant, et heureusement, il a retrouvé suffisamment de force pour bouger à nouveau. Neto lui dit qu'il doit encore attraper une balle et se diriger vers la ligne d'arrivée,
et il se trouve que Neto a justement une balle avec lui. Shiki a donc deux choix, soit il combat Neto et prend la balle qu'il tient dans sa main, soit il s'enfuit et part à la recherche de la balle qui se trouve toujours dans la forêt. Shiki regarde Neto pendant quelques secondes, puis se met à courir, car il n'a aucune chance de battre Neto dans son état actuel. Neto lui laisse une petite longueur d'avance, puis se lance à sa poursuite, mais Shiki fait demi-tour et se retrouve à côté de Jin. Il sait qu'il ne peut pas battre Neto tout seul, mais que s'ils s'allient, ils ont peut-être une chance. Il propose donc de libérer Jin à condition qu'il l'aide. Jin refuse d'abord, car il pense qu'il serait humiliant d'accepter l'aide de Shiki, mais Shiki lui dit que sa fierté ne l'aidera pas à atteindre son objectif. Cela n'a pas beaucoup d'importance, mais la famille de Shiki a été tuée par un Momotaro, donc lui et Jin ont cela en commun. Et si cela peut l'aider à se venger, Shiki est prêt à travailler avec n'importe qui, même quelqu'un comme Jin. Neto continue de courir dans la forêt à la recherche de Shiki, et finit par l'apercevoir en train de courir vers la ligne d'arrivée, alors il lui barre la route. Shiki s'arrête net lorsqu'il voit Neto, et Neto lui rappelle que même s'il atteint la ligne d'arrivée, cela ne comptera pas s'il n'a pas l'une des balles avec lui. Mais au moment où il dit cela, Jin saute d'un arbre et tente de plaquer Neto. Neto le voit arriver et parvient à l'esquiver, mais il est sincèrement surpris que Jin et Shiki aient mis leurs différends de côté pour travailler ensemble. Il pense que leur plan aurait pu fonctionner s'ils n'avaient pas déjà utilisé tout leur sang, mais ils avaient en fait prévu un plan de secours. Jin a une pierre attachée à une corde sur son bras, et avant que Neto ne puisse réagir, il est déjà ligoté avec. Shiki attrape alors l'autre extrémité, et ensemble, lui et Jin essaient de faire perdre l'équilibre à Neto. Neto admet que c'est un plan intéressant, mais comme ils sont déjà fatigués, ils ne peuvent plus le maîtriser. Cependant, il s'avère que Jin avait encore un peu d'énergie en réserve, et il lance une scie sanglante sur Neto, le forçant à esquiver et à perdre son équilibre. Maintenant qu'il est déséquilibré, Shiki se précipite et lui arrache la balle des mains dès qu'il le peut. Le ballon roule vers Jin, et Neto est impressionné qu'ils aient réussi à le lui prendre, mais il pense que Jin et Shiki vont bientôt se disputer pour savoir qui aura le ballon, alors il va simplement le leur reprendre avant qu'ils n'atteignent la ligne d'arrivée. Cependant, à sa grande surprise, Shiki semble simplement heureux d'avoir pris la balle à Neto, alors il crie à Jin de la prendre et de commencer à courir avant que Neto ne puisse le poursuivre. Jin est tout aussi choqué que Neto, mais il prend la balle et se met en route vers la ligne d'arrivée, tandis que Shiki l'encourage. Une fois Jin parti, Shiki jette à la figure de Neto qu'ils l'ont battu, mais Neto lui rappelle que si Jin arrive à la ligne d'arrivée comme ça, il sera le seul à réussir le test et Shiki finira par être expulsé. Shiki avait complètement oublié cette règle et il est dévasté, mais Jin est déjà loin, il n'y a donc aucun moyen pour lui de récupérer le ballon maintenant. Pendant ce temps, Jin court à travers la forêt, confiant qu'il pourra atteindre la ligne d'arrivée à temps, mais il se souvient alors comment Shiki l'a aidé, et il sait qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin sans l'aide de cet idiot, alors il ne se sent pas à l'aise de revendiquer la victoire de cette manière. Il se retourne et crie qu'il préfère être expulsé plutôt que de gagner en utilisant quelqu'un d'autre. Il s'apprête donc à donner le ballon à Shiki, mais à ce moment-là, une petite mascotte rouge surgit devant eux. Neto leur explique qu'il s'agit de Muku, l'un des messagers de l'agence Oni, employé par Baku Express. Il transmet les messages efficacement et sans laisser de traces, mais s'il est ici, c'est qu'il doit se passer quelque chose de vraiment important. Neto lit le message et se rend compte qu'il s'agit d'un appel à l'aide de la succursale de Kyoto. Ils sont actuellement attaqués par l'agence Momotaro et ont besoin d'une aide immédiate, Neto doit donc se rendre sur place sans tarder. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt, les autres attendent leur tour depuis longtemps et commencent à se demander si les autres sont morts à l'intérieur, mais ils voient alors Neto, Shiki et Jin sortir en courant. Guji remarque que Omar n'est pas avec eux, alors Neto explique qu'elle est dans un état critique et qu'elle a été envoyée à l'infirmerie pour se remettre, mais que ce n'est pas important pour le moment car ils viennent de recevoir un appel de détresse de Kyoto. Neto leur annonce donc que l'entraînement d'aujourd'hui est officiellement annulé et que tout le monde ici va l'accompagner à la succursale de Kyoto. En quelques heures, ils sont tous embarqués sur un bateau, mais Guji ne comprend toujours pas bien les détails, alors il demande à Neto s'ils vont vraiment à la succursale de Kyoto qui est toujours activement attaquée. Neto leur répond qu'ils n'ont pas le choix, car toutes les autres classes sont actuellement en exercice sur le terrain et qu'il n'y a personne d'autre pour aider, mais il dit à tout le monde de ne pas trop s'inquiéter, car ils ne feront que des tâches de soutien pendant leur séjour là-bas. Kina demande pourquoi il leur a fait porter ces uniformes ridicules, alors Neto explique que les uniformes scolaires normaux d'Oni se remarquent trop et qu'ils ne peuvent pas risquer d'attirer trop l'attention sur eux. Il souhaite donc que tout le monde ici se comporte comme des élèves normaux à partir de maintenant. Rokuro demande alors ce que Neto entend par « rôle de soutien », et Neto explique que chaque municipalité dispose d'au moins une unité de l'agence Oni, et que ces unités ont deux responsabilités principales. La première est de combattre en première ligne contre l'agence Momotaro chaque fois qu'elle se présente, et la seconde est d'apporter leur soutien lorsque cela est nécessaire. Ils aident les Oni qui vivent parmi les humains et veillent à ce qu'ils ne soient pas découverts par l'agence Momotaro.
Et comme les ONI ne peuvent pas consulter de médecins ordinaires, l'agence ONI fournit également des soins de santé gratuits et des soins médicaux d'urgence à tout ONI blessé au combat, et c'est ce qu'ils feront une fois arrivés sur place. Shiki est un peu contrarié d'être relégué à un rôle de soutien alors que cela pourrait être l'occasion pour lui de prendre sa revanche, mais Neto sait déjà ce qu'il pense, alors il lui dit que l'agent qu'il recherche n'est pas à Kyoto. L'agence Momotaro a également des opérations régionales, et l'agent actuellement en poste à Kyoto, disons simplement qu'il n'est pas très stable mentalement. Une fois arrivé à Kyoto, Neto les conduit tous dans un petit restaurant près du temple Aruda. Shiki, perplexe, lui demande s'il est sûr que c'est le bon endroit, car ils étaient censés se rendre à la base secrète des ONI. Cependant, quelques instants plus tard, la propriétaire vient les accueillir et leur dit qu'elle les attendait. Elle conduit le groupe dans une pièce et ouvre une trappe secrète qui mène à la base souterraine des ONI. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, l'équipe 3 de la brigade ONI a été anéantie par le capitaine Tsubakiri et son subordonné Yumoji. Tsubakiri surprend une transmission radio du quartier général des ONI qui tente de prendre des nouvelles de l'équipe 3, et il trouve pathétique que les ONI essaient de jouer aux militaires, mais cela rend la tâche plus amusante lorsqu'il les élimine. Yumoji dit à Tsubakiri qu'il est peut-être allé un peu trop loin cette fois-ci, car le nettoyage du désordre qu'il a causé va prendre une éternité. Tsubakiri s'excuse, mais il est tellement furieux quand il voit les ONI essayer de se fondre parmi les humains qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il est également un peu déçu de ne pas avoir pu mettre la main sur une femme ONI, car sa dernière cobaye féminine est morte la semaine dernière et il en a besoin d'une nouvelle. Yumoji déteste beaucoup les ONI, mais elle a vu ce que Tsubakiri leur fait subir pour ses expériences, et cela la hante encore aujourd'hui. Tsubakiri lui dit qu'il est impoli de parler ainsi de son travail, mais Yumoji a tout à fait le droit de dire que c'est dégoûtant, d'autant plus que l'une de ses expériences se tient juste derrière lui, et qu'elle est si horrible que Tsubakiri l'a même surnommée Agli. Tsubakiri explique que l'aide est un mélange entre un singe, un chien et un oiseau, et bien qu'elle ait l'air répugnante, c'est l'arme biologique ultime puisqu'elle ne mange que des ONI. Yumoji se moque de ce que Tsubakiri fait de son temps libre, mais elle lui rappelle que leur travail consiste à protéger les civils des dangereux ONI, et non à mener des expériences horribles. Tsubakiri comprend cela, mais il a toujours été fasciné par les propriétés du sang des ONI et la façon dont il peut être contrôlé. Yumoji souligne qu'ils ont des pouvoirs similaires à ceux des ONI, donc Tsubakiri pourrait facilement faire des recherches là-dessus à la place. Il admet qu'elle a raison, mais les expériences sont vraiment douloureuses, donc il préfère de loin utiliser un spécimen jetable comme un ONI. Pendant que Tsubakiri était occupé à parler de toutes les expériences horribles qu'il a menées, un garçon ONI terrifié s'est caché derrière un pilier. Tsubakiri dit qu'il va passer à la zone suivante, alors le garçon pousse un soupir de soulagement, pensant qu'il est enfin en sécurité. Cependant, Tsubakiri apparaît juste devant le garçon, car il savait qu'il se cachait là depuis le début. Il considère cela comme un coup de chance, car il commençait à manquer d'enfants ONI sur lesquels mener ses expériences, et comme il prévoit de ramener celui-ci à la base, Yumoji propose de l'assommer pour lui. Elle commence à frapper le garçon pour le faire perdre connaissance, mais pendant qu'elle le fait, une goutte de sang éclabousse la chemise de Tsubakiri, qui semble personnellement offensé par cela. Il est peut-être fasciné par le sang des ONI, mais la simple idée qu'il puisse le toucher le dégoûte profondément. Sans parler du fait que le nettoyage à sec d'un costume blanc coûte une fortune. Il se met alors à tabasser le gamin. Pour avoir osé salir son uniforme de sang, et pour lui infliger un préjudice psychologique supplémentaire, il demande au garçon s'il se souvient encore à quoi ressemblent ses parents, car il va devoir les désigner parmi tous les cadavres présents. Le garçon est tellement horrifié qu'il ne peut plus parler, alors Tsubakiri se désintéresse de lui et décide de l'achever en ordonnant au cadavre d'écraser le garçon à mort. Tous les agents Momotaro ont la capacité de se battre grâce à une bactérie noire présente dans leur corps, certains peuvent fabriquer des armes, d'autres peuvent lancer des spores, mais la capacité de Tsubakiri est particulièrement inquiétante, car elle lui permet de contrôler les cadavres grâce à sa bactérie. Au même moment, Neto guide Shiki et les autres à travers le réseau de tunnels sous Aruda jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à la base ONI située plus bas. Cet endroit est tellement enfoui sous terre qu'aucun agent Momotaro ne songerait à venir le chercher. Une fois à l'intérieur, il trouve Kyuya en pleine pause, et celui-ci est très heureux de voir Neto et les autres, en particulier Kina, car il n'a presque jamais l'occasion de rencontrer de nouvelles filles. Il lui demande donc son numéro, mais elle le repousse immédiatement. Les autres demandent à Neto qui est ce dragueur, et Neto leur explique qu'il s'agit du chef de cette unité de soutien, et qu'ils étaient tous deux camarades de classe à l'époque. Quoi qu'il en soit, maintenant que les présentations sont faites, Neto demande à tout le monde de rester ici pendant qu'il se rend sur le front. À ce moment-là, l'assistante de Kyuya vient le chercher, et lorsqu'elle voit les étudiants ici, elle leur dit à tous de se dépêcher de se changer car ils ont besoin de toute l'aide possible pour le moment. Elle semble très sérieuse, alors le groupe fait ce qu'elle dit, et ils sont tous conduits à l'infirmerie de l'établissement. Shiki et les autres sont choqués de voir autant de blessés à la fois,
Alors l'assistante leur explique que c'est le résultat de la bataille en cours contre l'agence Momotaro, et que les personnes présentes ici sont en fait les chanceux qui ont réussi à survivre. Ils finissent par arriver au chevet du patient que l'assistante de Kyuya a appelé pour qu'il vienne soigner. Cet homme a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes, et ses poumons sont pratiquement grillés, donc au mieux, il lui reste 3 minutes à vivre dans l'état actuel des choses. Kyuya dit calmement à l'homme qu'il ne va pas mourir aujourd'hui, mais Shiki le réprimande, car il trouve injuste de mentir ainsi à un homme mourant. Cependant, Kyuya est responsable des opérations ici pour une bonne raison, et il ne mentait pas lorsqu'il a dit qu'il pouvait sauver cet homme. Il se prépare donc à montrer aux enfants à quoi ressemble vraiment ce genre de travail. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Tsubakiri et Yumoji viennent d'acculer un autre groupe d'Oni, et ils ont déjà éliminé le plus fort d'entre eux, il est donc impossible que les soldats de bas niveau restants puissent les affronter. Tout semble indiquer qu'un nouveau massacre va avoir lieu, mais juste avant que Tsubakiri et Yumoji ne lancent leur attaque, Neto fait son apparition et utilise immédiatement son sang pour lancer une contre-attaque contre Tsubakiri. Malheureusement, Tsubakiri parvient à se protéger en utilisant quelques-uns des Oni morts qui gisent autour de lui. Ce n'est pas la première fois que Tsubakiri croise Neto, mais il était presque certain que Kyoto n'était pas son territoire, il est donc surpris de le voir ici. Quoi qu'il en soit, puisque Neto est là, Tsubakiri lui demande s'il sait où se cache un groupe d'Oni à Kyoto, car plusieurs des Oni qu'il essayait de tuer se sont échappés. Neto nie être au courant de quoi que ce soit, et Tsubakiri n'a aucune preuve qu'il existe une installation cachée, mais cela ne l'empêchera pas de fouiller la ville jusqu'à ce qu'il la trouve. Neto sait que cela causera beaucoup d'ennuis si Tsubakiri parvient à localiser la base des Oni, il doit donc s'occuper de lui immédiatement. Pendant ce temps, à la clinique, Kyuya a terminé de préparer l'intervention. Shiki est perplexe, car il pensait que les transfusions sanguines étaient destinées aux patients, mais l'assistant de Kyuya lui dit de se taire et d'observer. Les poumons doivent évidemment être soignés, mais Kyuya ne peut pas tout faire en une seule fois. Avant de commencer, il demande donc au patient s'il souhaite récupérer ses bras ou ses jambes. L'homme peut à peine parler à ce stade, mais il rassemble ses forces pour dire à Kyuya qu'il veut récupérer ses bras afin de pouvoir à nouveau tenir ses enfants dans ses bras. Kyuya comprend, alors il assure à l'homme qu'il pourra à nouveau tenir ses enfants dans ses bras en un rien de temps, mais il le prévient que la procédure va faire très mal, et qu'il va devoir se préparer à supporter la douleur. Maintenant que les détails sont clairs, Kyuya se coupe le poignet et commence à verser son sang directement dans la bouche de l'homme pour le soigner. Le sang de Kyuya est pratiquement inutile dans un combat, mais lorsqu'il est appliqué à un autre Oni, il multiplie par plusieurs fois sa capacité de régénération, permettant à la plupart d'entre eux de se remettre même des blessures les plus graves. Après avoir avalé une partie du sang de Kyuya, l'homme commence à ressentir une douleur atroce, alors l'assistant de Kyuya demande au garçon de le maintenir immobile jusqu'à la fin de l'intervention. Pendant que Shiki s'occupe de cela, elle demande aux autres d'aller chercher davantage de sang dans l'autre pièce. Cela prend un certain temps, mais le moignon de l'homme commence à bouger. Ses nouveaux doigts se forment, en peu de temps, les bras de l'homme sont complètement régénérés, tout comme ses poumons. Shiki est émerveillé par ce qu'il vient de voir, alors il demande à Kyuya s'il peut faire la même chose pour les jambes de l'homme. Kyuya répond que tant que l'homme prendra régulièrement des doses de son sang, ses jambes finiront par repousser, et qu'il n'a pas tout fait en une seule fois parce que l'utilisation excessive de son sang réduit son efficacité pour le patient. Kyuya dit à l'homme que sa vie n'est plus en danger, mais qu'il devra probablement se retirer de l'unité de combat après cette blessure, même s'il est toujours le bienvenu pour venir travailler dans l'unité de soutien. Kyuya lui propose même de lui fournir une prothèse de jambe en attendant, afin qu'il puisse à nouveau courir avec ses enfants, et l'homme est tellement touché par sa gentillesse qu'il en a les larmes aux yeux. Kyuya explique à tout le monde que c'est la réalité du combat au front, et que s'ils ne font pas attention, ils pourraient très bien finir dans le même état que cet homme. Il comprend qu'ils ont toutes leurs raisons de vouloir se battre dans l'unité de combat, mais il veut qu'ils se souviennent que ceux qui se battent au front ne peuvent continuer à avancer que parce qu'ils savent qu'ils ont l'unité de soutien derrière eux. Tout cela a motivé Shiki à faire de son mieux, et il dit à Kyuya qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour aider. Cependant, Kyuya a en fait une autre tâche en tête pour Shiki. Il conduit Shiki vers une petite fille qui regarde fixement le jardin, et lui explique que la fille s'appelle Mei. Ils l'ont sauvée d'une attaque plus tôt dans la journée, mais ses parents n'ont pas encore été retrouvés, ce qui explique son état catatonique. Kyuya voit que Shiki est une personne gentille, alors il lui demande de s'occuper de Mei pendant un moment. Shiki pense qu'il peut s'en charger, alors il s'approche de Mei et essaie d'engager une conversation légère, mais Mei ne répond à rien de ce qu'il dit. Il finit par lui demander si elle veut aller à Aruda avec lui, ce qui attire l'attention de Mei, car elle n'a jamais entendu parler de cet endroit auparavant, alors elle lui demande ce que c'est. Shiki est heureux qu'elle lui ait enfin parlé, mais il est un peu surpris qu'elle n'ait jamais entendu parler d'Aruda, car c'est de notoriété publique. À ce moment-là, Shiki entend beaucoup de bruit de pas à proximité, alors lui et Mei vont voir ce qui se passe et ils voient l'unité de soutien transporter un tas de corps.
L'assistant de Kyuya explique que l'unité de patrouille est tombée sur un grand nombre de corps sur leur itinéraire habituel, il y en a donc une trentaine ici, et il se trouve que les corps des parents de Mai se trouvent parmi eux, car elles font en larmes dès qu'elles les voient. De retour sur le champ de bataille, Neto se prépare à attaquer, mais avant qu'il ne le fasse, Tsubakiri lui demande si le cadeau qu'il a laissé a été reçu. Neto est perplexe et lui demande ce qu'il veut dire. Tsubakiri lui explique qu'il savait déjà qu'il ne serait jamais capable de trouver la base des Oni tout seul, c'est pourquoi il a infecté 2 cadavres avec sa bactérie noire et les a laissés à l'air libre. De cette façon, lorsque les cadavres seraient récupérés, ils seraient inévitablement ramenés à la base des opérations, donnant ainsi à Tsubakiri un accès direct. En fait, d'après ses calculs, les corps devraient déjà être arrivés, alors il décide de faire un petit test. À la base, Mai est toujours en deuil de ses parents décédés lorsque Tsubakiri prend le contrôle du corps de son père. Au début, Mai est ravie car elle pense que son père a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre, mais lorsqu'elle regarde ses yeux, ceux-ci sont complètement noirs et sans âme. Il faut quelques instants à Shiki et Kyuya pour remarquer que le corps étouffe Mai, mais lorsqu'il le voit enfin, Kyuya reconnaît immédiatement qu'il s'agit du pouvoir de Tsubakiri, alors il demande à Shiki de couvrir les yeux de Mai pendant qu'il s'en occupe. Shiki ne comprend pas ce qui se passe, mais il le fait quand même, et une fois que la vue de Mai est bloquée, Kyuya prend 2 scalpels et pratique une lobotomie sur le père de Mai. La seule façon d'arrêter un cadavre une fois que Tsubakiri en a pris le contrôle est de détruire le cerveau, et Kyuya se rend vite compte que si ce cadavre était infecté, alors les autres qui ont été amenés le sont probablement aussi. Juste à ce moment, le cadavre de la mère de Mai commence également à bouger, et il parvient à prendre Shiki par surprise, donc il se retrouve mis en étranglement. Kyuya veut aller l'aider, mais il est soudainement taclé par 3 autres cadavres ressuscités, donc Shiki est laissé à se débrouiller seul. Pendant ce temps, dehors dans la clinique, des dizaines de cadavres commencent à bouger et se lancent dans une frénésie pour tuer autant d'Oni que possible, donc la situation est vraiment mauvaise. Mais est forcé de regarder ce qui est supposé être sa mère étrangler Shiki avec un regard vide sur son visage, et peu importe à quel point elle supplie et implore sa mère d'arrêter, elle est complètement ignorée. Kyuya essaie de se frayer un chemin à travers les cadavres pour pouvoir atteindre Shiki, mais il n'est pas vraiment un homme de combat, donc il finit par être poussé au sol et submergé par les cadavres. Shiki commence à perdre conscience, mais il se souvient soudain du pistolet qui lui a été donné avant leur arrivée ici. Neto lui a donné le pistolet à utiliser en cas d'urgence, puisque même si Shiki est capable d'activer son sang maintenant, il ne peut toujours pas contrôler sa production de sang, donc il ne voudrait pas qu'il fasse accidentellement sauter la moitié de la ville. Il est chargé de balles spéciales imprégnées de sang, donc il devrait pouvoir gérer la plupart des menaces, mais ces balles ne sont pas faciles à fabriquer, donc il avertit Shiki de ne l'utiliser qu'en cas de nécessité. Le pistolet est définitivement nécessaire dans cette situation, mais Shiki hésite à appuyer sur la détente parce que Mai est clairement encore dans le déni de ce qui s'est passé, donc tirer sur sa mère juste devant elle serait dévastateur. Elle pourrait même finir par le haïr à cause de cela, mais malheureusement, il n'a pas vraiment le choix dans cette situation, donc il attire Mai contre sa poitrine pour bloquer son champ de vision et procède à lui faire exploser la cervelle. La pensée de ce qu'il vient de faire pèse sur lui parce que c'est la première fois qu'il tue quelqu'un, mais il n'a pas le temps pour une crise existentielle puisque Kyuya se fait toujours attaquer. Il procède à tirer également sur cela dans la tête pour sauver Kyuya, et ce dernier est reconnaissant pour l'aide, mais il n'y a pas de temps à perdre parce que l'unité de soutien n'a pas de protocole de combat en place, et il y a encore des tonnes de cadavres vivants attaquant des patients dans la clinique. Donc Kyuya met Shiki en charge de s'occuper des cadavres pendant qu'il va se concentrer sur la mise en sécurité des patients. Pendant ce temps, le reste de la clinique a été complètement envahi par des cadavres marchands, et personne ne sait ce qui se passe, mais les patients blessés sont complètement sans défense en ce moment, donc Ikari et les autres travaillent ensemble pour les garder en sécurité. Cependant, peu importe combien de fois moi ou les autres en assommons un, les cadavres se relèvent toujours quelques instants plus tard, donc ils ne pourront pas tenir beaucoup plus longtemps. Juste à ce moment, Shiki arrive et il dit à tout le monde que la seule façon de s'occuper des cadavres pour de bon est de détruire leur tête, sinon, ils n'arrêteront jamais de bouger. Il commence ensuite à faire des headshots sur autant de cadavres qu'il le peut, et quand les autres réalisent ce qu'il fait, ils comprennent enfin ce qu'ils doivent faire. Jin ne perd pas de temps et enlève ses gants pour pouvoir activer sa scie de sang et trancher dans la tête de quelques-uns des cadavres, et cette fois, les cadavres ne se relèvent pas, donc cibler leur tête fonctionne vraiment. Les autres se mettent au travail pour exploser les têtes des cadavres, et Shiki tire toujours avec son pistolet, et pendant qu'ils sont occupés à se battre, Guji et Rokuro commencent à transporter les patients dehors pour les amener dans un endroit sûr. Quelques cadavres essaient de les suivre dehors, mais Ikari refuse que cela se produise, donc il en frappe un et fait un suplex sur l'autre au sol. Maintenant qu'ils savent comment immobiliser les cadavres, ils tiennent beaucoup mieux leur position, mais il y en a encore tellement que ça va prendre beaucoup de temps pour tous les éliminer. Shiki tire sur eux depuis un moment maintenant, mais puis il y pense, même si ces gars sont techniquement déjà morts,
il est toujours basically forcé de les tuer une deuxième fois. Ils ont tous dû avoir quelqu'un qui tenait à eux, même s'il sait qu'il ne peut rien faire pour les sauver maintenant. Devoir leur faire exploser la cervelle encore et encore comme ça lui donne l'impression d'être un meurtrier. Pendant ce temps, Neto est toujours dehors en train de combattre Tsubakiri, mais quand il essaie de l'empaler avec son parapluie, Tsubakiri le bloque simplement avec 3 cadavres. Neto est furieux que Tsubakiri utilise toujours des cadavres d'Oni comme boucliers humains, mais une seconde plus tard, Agli saute alors et manque de peu d'arracher la tête de Neto d'un grand coup, le forçant à reculer. Tsubakiri se moque de Neto et dit qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il utilise des nuisibles pour bloquer les attaques d'autres nuisibles comme lui, mais dire des choses comme ça ne fait que le rendre plus en colère. Les autres soldats Oni proposent d'aider Neto à combattre, mais il leur dit de simplement s'échapper vers le point d'évacuation parce qu'ils ne tiendront pas longtemps s'ils combattent Tsubakiri directement. Malheureusement, Tsubakiri n'a pas l'intention de les laisser partir vivants, donc il demande à Yomoji de faire son truc avant qu'il ne s'échappe. Elle s'avance, et alors qu'elle active sa capacité, la bactérie noire commence à se rassembler à ses pieds avant de former un carré sous Neto et les autres soldats Oni. Ensuite, avant même qu'ils aient une chance de réagir, un cube noir géant se forme autour d'eux. Cette barrière est spécialement conçue pour retenir les Oni comme Neto, et personne ne peut entrer ou sortir sans la permission de Yomoji, donc Tsubakiri prévoit de les laisser là-dedans pendant qu'il va s'occuper de la base Oni. La panique traverse le visage de Neto alors qu'il entend Tsubakiri mentionner la base, et Tsubakiri révèle qu'il sait déjà exactement où elle se trouve parce qu'il a placé des dispositifs de traçage sur tous les cadavres laissés à l'extérieur, et ils se trouvent tous rassemblés au même endroit pour une raison quelconque sous le temple Aruda, donc il va lui rendre visite tout de suite. Il dit à Neto et aux autres de patienter pendant qu'il termine son travail, mais pour que Neto ne se sente pas seul pendant son absence, il demande à Yomoji de donner à Agli la permission d'entrer dans la barrière. Tsubakiri ne se soucie pas vraiment que Neto détruise Agli ou pas puisqu'il peut toujours en faire un nouveau, donc plutôt que de le faire combattre, il décide de simplement faire exploser Agli à l'intérieur de la barrière pour éliminer Neto et les autres avec lui. D'un claquement de doigts de Tsubakiri, le corps d'Agli commence à gonfler d'énergie, et il ne faut pas longtemps à Neto pour comprendre ce qui est sur le point de se produire, donc il crie à tout le monde de se baisser, mais il n'y a nulle part où se cacher. L'explosion se produit et est si puissante qu'elle détruit complètement la barrière de Yomoji, laissant la zone couverte de fumée et de débris. L'explosion était énorme, mais Tsubakiri est honnêtement un peu déçu de la puissance puisqu'il s'attendait à une explosion beaucoup plus grande que ça, mais il pourra toujours l'améliorer avec la prochaine chimère qu'il fera. Yomoji demande s'il devrait vraiment partir sans confirmer que tous les Oni sont morts, mais Tsubakiri ne veut pas se retrouver avec du sang sur son costume à nouveau, et il est assez confiant que personne n'aurait pu survivre à une attaque comme celle-là. Cependant, au milieu des décombres, nous voyons Neto gravement blessé, mais toujours en un seul morceau. De retour à la clinique, Shiki et les autres ont enfin fini de tuer tous les cadavres, et l'équipe de Kyuya a relocalisé tous les patients dans une salle différente, donc le pire est passé. Mais Kyuya et Shiki sont tous deux inquiets de la façon dont Mei gère tout cela puisque découvrir que ses parents étaient morts était déjà assez grave, mais ensuite elle a dû regarder les cadavres de ses parents se faire tuer une deuxième fois. Tout cela doit être incroyablement difficile à assimiler pour elle, donc Kyuya et Shiki s'approchent d'elle pour lui offrir du soutien. Shiki s'excuse d'avoir tiré sur sa mère dans la tête, s'attendant à ce qu'elle le haïsse pour ce qu'il a fait, mais à sa surprise, Mei lui dit que tout va bien parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'il aurait pu faire. Tout le monde est choqué que Mei soit si calme à propos de cela, mais elle dit qu'au fond d'elle, elle a toujours su qu'un jour comme celui-ci arriverait. Toute sa vie, elle a vécu cachée, n'est jamais allée à l'école et a déménagé d'un endroit à l'autre comme s'ils essayaient constamment de se cacher de quelqu'un, et cette personne les a finalement rattrapés, donc un résultat comme celui-ci était inévitable. Elle dit à Shiki et aux autres qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour elle, mais Shiki ne peut s'empêcher de penser à quel point cette situation est vraiment déprimante et il ne peut l'accepter. Quand il avait l'âge de Mei, tout ce qu'il faisait était de s'asseoir devant la télé et de regarder des émissions de super-héros tout le temps. À l'époque, il idolâtrait les héros, mais même si les agents Momotaro sont supposés être les gentils, ils rendent la vie infernale pour les Oni innocents qui n'ont jamais fait de mal à personne. La réalité des choses est tellement tordue que Shiki en est malade, mais puisque l'agence Momotaro ne verra jamais les Oni comme autre chose que des méchants, alors il pourrait aussi bien jouer le rôle et devenir le plus grand méchant jamais vu pour pouvoir écraser l'agence Momotaro. Il serre Mei dans ses bras et lui dit que tout va bien se passer parce qu'il jure qu'il créera un monde où elle pourra sourire à nouveau. Entendre ces mots de la part de Shiki apporte un sentiment de réconfort à Mei, donc pour la première fois depuis longtemps, l'étincelle d'espoir revient dans ses yeux. Un peu plus tard, Kyuya se dirige dans les tunnels avec Jin parce qu'ils doivent encore s'occuper de tous les corps de leurs camarades tombés au combat, donc Kyuya veut préparer le four crématoire. En attendant, les autres sont occupés à rassembler tous les corps pour qu'ils puissent être déplacés. Ikari déteste le fait qu'ils aient été coincés à faire tout le travail ingrat, et il est encore plus contrarié parce que Guji traîne les pieds depuis un moment maintenant. Il lui crie de retourner au travail,
mais Guji dit qu'il y a quelque chose qui le tracasse depuis un moment. Étant donné qu'ils ont été attaqués de l'intérieur de la base, leur localisation pourrait être exposée, donc ils ne sont peut-être plus en sécurité ici. Mieux vaut prévenir que guérir, donc Guji décide d'utiliser sa capacité et laisse une goutte de son sang tomber sur le sol. Son sang a la capacité de lui permettre de détecter tous les êtres vivants dans un rayon de 5 km, donc même si ce n'est pas exactement génial pour le combat, c'est quand même vraiment utile. S'il se concentre, il peut même confirmer si quelqu'un est un agent Momotaro ou non, bien que ce ne soit pas assez précis pour qu'il détermine le niveau de puissance de l'individu pour le moment. Guji commence son scan, mais après quelques instants, il découvre quelque chose de très préoccupant. Pendant ce temps, dans le temple Aruda, Tsubakiri et Yomoji viennent d'arriver à la boutique de la vieille dame, et ils n'ont pas perdu de temps à la tuer une fois qu'ils ont confirmé qu'elle était un Oni. Ils ont également trouvé l'entrée de la base cachée, donc Tsubakiri appelle le QG et leur demande de lui envoyer plusieurs de ses laits chimères à cet endroit, y compris le spécial sur lequel il a travaillé. Il leur a également demandé de lui envoyer le dossier sur cet Oni à haut risque dont ils ont parlé lors de la dernière réunion des commandants puisqu'il y a quelque chose qu'il veut vérifier, le fait que Neto se soit pointé plus tôt a convaincu Tsubakiri que quelque chose de gros devait se passer. Pendant ce temps, Yomoji inspecte l'entrée secrète, et ça a l'air vraiment grand en bas, donc elle s'inquiète d'y aller alors qu'ils ne savent pas combien d'Oni pourraient les attendre. Elle suggère qu'ils pourraient simplement jeter du gaz poison là-dedans, et Tsubakiri aime plutôt bien cette idée, mais il reçoit soudainement un texto avec un rapport du QG, et dès qu'il le lit, son visage se tord en un sourire maléfique. Il dit à Yomoji qu'ils vont finalement y descendre en personne, et quand elle lui demande pourquoi, il dit qu'il veut demander à chaque Oni son nom avant de les tuer. Yomoji lui demande pourquoi, donc il lui dit qu'il devrait y avoir un Oni en bas nommé Shiki, et s'il le trouve, il veut le capturer vivant parce qu'il y a quelque chose de spécial chez lui, et Tsubakiri veut l'étudier. Kyuya vient de finir de montrer à Jin comment fonctionne le crématorium, donc il commence à retourner à la clinique, mais avant de partir, Jin demande pourquoi ils ont construit un crématorium ici en premier lieu. Kyuya explique que des catastrophes comme ce qui s'est passé aujourd'hui sont plus courantes qu'ils ne le pensent, donc beaucoup de corps sont voués à s'accumuler et ils n'ont pas vraiment la liberté d'enterrer les Oni dans des cimetières ordinaires, donc la crémation est la seule option. Il veut clarifier que le monde dans lequel Jin s'apprête à entrer est dangereux et qu'il n'est pas possible de sauver tout le monde, mais tant que Kyuya est là, il jure qu'il ne laissera pas Jin ou les autres mourir si facilement. Il demande à Jin s'il a d'autres questions qu'il aimerait poser, mais il dit qu'il comprend déjà parfaitement dans quoi il s'engage. Il dépasse Kyuya, et Kyuya s'apprête à le suivre, mais tout à coup, il sent quelqu'un derrière lui, et au moment où il se retourne, il a déjà été poignardé par Tsubakiri. Tsubakiri est déçu parce qu'il visait le cœur de Kyuya, mais sa réaction lui a fait rater les organes vitaux. Dès que Jin réalise que ces deux-là sont des agents Momotaro, il active ses scies de sang et essaie de s'en prendre à Tsubakiri, mais juste à ce moment, Yomoji apparaît derrière lui, et elle commence à former un cube autour de sa tête. Heureusement, Kyuya remarque à temps et parvient à tirer Jin hors de danger, faisant que le cube se forme autour de son bras à la place, et c'est une bonne chose aussi, parce que ce cube a tordu le bras de Jin complètement, donc il est définitivement cassé. Les Oni ont des facteurs de guérison incroyables, donc Jin dit que son bras devrait revenir à la normale dans quelques minutes, mais le processus de guérison est extrêmement douloureux, donc il a du mal à réfléchir clairement. Avec Kyuya et Jin tous deux blessés, il est assez clair que leurs chances de gagner sont presque nulles, donc Kyuya dit à Jin de retourner à la clinique pour avertir Shiki et les autres que Tsubakiri est dans le bâtiment. Ensuite, il veut que tout le monde éloigne les patients d'ici le plus possible, mais Jin demande comment Kyuya prévoit de survivre jusqu'à là. Honnêtement, Kyuya n'est pas sûr de comment cela va se jouer, mais il dit qu'il trouvera bien quelque chose, et Jin décide de faire confiance à son jugement, donc il part en courant et dit à Kyuya qu'il fera en sorte de revenir pour lui. Maintenant que c'est fait, Tsubakiri dit à Yomoji de faire son truc, donc elle se baisse et commence à répandre ses bactéries. Kyuya n'a aucune idée de ce qu'il prévoit, mais d'après ce qu'il a vu plus tôt, le pouvoir de Yomoji lui permet de créer des boîtes noires, donc quand il voit un mur noir apparaître au bout du tunnel, il réalise qu'ils essaient de piéger les Oni ici avec eux. Une fois que Yomoji a terminé, elle dit à Kyuya qu'elle vient de sceller tout le réseau de tunnels souterrains, donc il n'y a absolument aucune issue de secours maintenant. Avec la barrière en place, il n'y a pas beaucoup d'espoir que Neto vienne les sauver, donc leur seul espoir est de compter sur la puissance de combat de Shiki et Jin, mais franchement, Kyuya n'est pas sûr que ces deux-là puissent gérer Tsubakiri et Yomoji. Kyuya sait qu'il a dit qu'il trouverait un moyen de les retarder, mais de toute façon qu'il regarde, il est presque sûr qu'il va mourir aujourd'hui. Juste à ce moment, Tsubakiri dit qu'il a une question à laquelle il veut une réponse, donc il demande à Kyuya s'il connaît par hasard un Oni du nom de Shiki. Kyuya ne répond pas, mais si Tsubakiri cherche Shiki, ça ne peut pas être bon, donc Kyuya doit le retenir le plus longtemps possible pour gagner du temps pour Shiki. Il plonge la main dans sa veste et sort une seringue de poison mortel, qu'il porte sur lui pour des urgences comme celle-ci. Cependant,
Avant même qu'il ait une chance de l'utiliser, Tsubakiri a déjà foncé devant lui et lui a tranché l'artère carotide. Kyuya commence à paniquer et essaie d'utiliser son sang pour se soigner rapidement, mais il est déjà trop tard alors que le sang gicle partout et qu'il tombe au sol. Tsubakiri est déçu que Kyuya soit vraiment mort si facilement, mais dans la précipitation pour venir ici, il a oublié d'apporter des cadavres avec lui, donc il s'apprête à utiliser ses pouvoirs pour prendre le contrôle du corps de Kyuya, mais à la dernière seconde, il s'arrête parce qu'il semble que les laits sont finalement arrivés. Il demande à Yomoji de les laisser entrer, donc elle claque des doigts et 4 des monstres de Tsubakiri traversent la barrière. Tsubakiri leur demande s'ils ont apporté ce qu'il a demandé, donc un des laits crache une grande boîte, mais il ne veut pas toucher à quelque chose couvert de bave de lait, donc il leur dit de la déballer pour lui. Les laits font comme on leur dit, et une fois qu'ils ont fini de déballer, il est révélé que la boîte est un cercueil spécial. Pendant ce temps, Jin retourne à la clinique pour avertir tout le monde. Cependant, quand il ouvre la porte, il trouve la salle principale complètement vide. Il commence à se promener et à crier pour les autres parce qu'il craint que quelque chose de grave leur soit déjà arrivé, mais alors qu'il tourne au coin, il voit Shiki pointer son pistolet sur lui. Shiki et les autres sont soulagés que ce ne soit que Jin, et Jin est content qu'ils soient tous encore en vie, mais il se demande où sont passés tous les patients. Shiki explique que la capacité de Guji lui permet de scanner un rayon de 5 km et il a localisé par hasard 2 agents Momotaro dans les tunnels, donc il a averti tout le monde et ils ont immédiatement commencé à évacuer. Malheureusement, en cours d'évacuation, un mur étrange est apparu et a bloqué toutes les sorties. À ce moment-là, tous les patients ont été déplacés en sécurité, mais un tas de membres du personnel sont encore coincés ici, y compris Mei. Kuina demande ce qu'ils vont faire maintenant, et Ikari suggère qu'ils devraient commencer à chercher d'éventuelles sorties, mais l'assistante de Kyuya lui dit qu'elle a déjà vérifié tout le réseau, et toutes les sorties sont bloquées. Juste à ce moment, Shiki réalise que Kyuya n'est pas là, donc il demande à Jin ce qui lui est arrivé, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un lait entre dans la pièce. Tout le monde est tellement stupéfait qu'ils ne savent pas quoi faire, et dans leur état de confusion, le lait s'approche d'un homme et procède à le manger juste devant tout le monde. Voir une vision si horrible plonge tous les membres de l'équipe de soutien dans la panique, donc ils s'enfuient tous, et Ikari dit aux autres qu'ils devraient faire de même puisque ce serait mauvais s'ils se retrouvaient coincés ici. Quelques minutes plus tard, Tsubakiri et Yomoji arrivent à la clinique et il est impressionné que les Oni aient pu construire quelque chose d'aussi élaboré sous terre. Il ordonne au lait de poser le cercueil ici et leur dit ensuite qu'ils doivent ramener le garçon nommé Shiki vivant, mais qu'ils peuvent tuer tous les autres. Yomoji demande ce que Tsubakiri va faire en attendant, donc il lui dit qu'il va juste attendre ici jusqu'à ce qu'ils aient fini parce qu'il a quelques réflexions à faire. Pendant ce temps, Kuina et Rokuro se cachent dans le vestiaire, et elle fouille dans les tiroirs pour trouver des vêtements de rechange puisque cette tenue d'infirmière serait difficile pour se battre. Pendant qu'elle fait ça, Rokuro s'allonge par terre en panique, et il est certain que son corps va lâcher à cause de tout le stress qu'il subit. Kuina lui dit d'arrêter de se plaindre parce qu'il est juste à bout de souffle d'avoir couru jusqu'ici. Elle finit par décider de se changer en tenue de sport qu'elle a trouvée puisque c'est la plus facile pour bouger, et elle doit se préparer à tendre une embuscade. Rokuro est émerveillé par la façon dont les personnes positives et en bonne santé comme Kuina peuvent être parce qu'il ne pourrait jamais penser comme ça. En fait, rien que l'idée de devoir combattre cette chose lui donne mal à la tête. Ils entendent soudainement le bruit d'un lait qui approche, et Rokuro fait une crise de panique à part entière parce qu'il ne veut pas combattre cette chose. Il supplie Kuina de faire quelque chose pour s'en occuper à sa place, et voir Rokuro agir si impuissant déclenche son instinct yandere, donc elle dit à Rokuro qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle s'en occupera. Rokuro est surpris qu'elle ait accepté de se battre sans lui, mais Kuina lui dit qu'il devrait se dépêcher de se cacher avant qu'il ne soit trop tard, donc il se précipite dans un placard pour se mettre en sécurité. Quelques instants plus tard, un lait fait irruption par la porte, et Kuina semble confiante de pouvoir le gérer, mais ensuite il la montre du doigt et demande si elle s'appelle Shiki. Kuina est prise au dépourvu par le fait que cette chose lui ait parlé, mais elle lui dit qu'elle n'est pas Shiki, et une fois que le lait confirme qu'elle n'est pas celle qu'il cherche, il charge sur elle. Kuina esquive toutes les attaques du lait et roule sur le côté, mais dans le processus, le lait détruit un mur et la force renverse le placard dans lequel Rokuro est caché, ce qui lui fait si peur qu'il finit par s'évanouir. Pendant ce temps, dehors, Kuina est agacée parce que le lait a renversé Rokuro, donc elle arrête de déconner. Elle mord son doigt et active ses pinces à sang, formant des gants autour de son poing, et avec ceci, il n'y a aucun moyen qu'elle perde. Pendant ce temps, ailleurs dans l'établissement, Jin court retourner dans les tunnels pour trouver Kyuya, et Yomoji erre dans les couloirs de la clinique, cherchant quelqu'un à attaquer. Quant à Ikari, il se retrouve coincé par un lait dans l'une des salles, mais c'est exactement ce qu'il espérait puisque ça lui donne une chance de vraiment faire quelque chose. Le lait élève la voix et lui demande si son nom est Shiki, mais Ikari nie avec colère parce qu'il ne veut pas être comparé à Shiki. Mais en parlant de Shiki, il a couru partout pour trouver un endroit sur où cacher Mei, mais il n'y a pas beaucoup d'options, donc il finit par la cacher dans des buissons en espérant que ça ira.
De retour avec Kuina et Rokuro, Rokuro reprend finalement conscience et il panique parce que son cœur s'est définitivement arrêté à cause du stress tout à l'heure, donc c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il remarque ensuite qu'il n'entend aucun bruit venant de l'extérieur, donc il arrive à la conclusion que tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant doit avoir été un rêve fou parce qu'il n'y a aucun moyen que des monstres viennent vraiment après lui. Cependant, quand il ouvre la porte, il trouve le lait qui le regarde droit dans les yeux. Cela le plonge dans une autre crise de panique, donc il essaie d'appeler un time-out parce qu'il ne veut pas se faire manger, mais pour une raison quelconque, le lait ne l'attaque pas. Rokuro lève les yeux et voit Kuina dire au lait de venir vers elle, et il suit docilement ses instructions. Elle lui dit de rester juste là et de tourner la tête vers elle, et une fois en position, Kuina procède à défoncer le lait. Rokuro sait qu'elle fait ça pour le protéger, mais là, il a encore plus peur de Kuina qu'il n'avait peur du lait, donc il ne peut pas supporter de regarder. Kuina continue de battre le lait jusqu'à ce qu'il finisse par arrêter de bouger, moment auquel elle se lève et admire son travail. Sa capacité s'appelle Gemme, et chaque fois qu'un adversaire entre en contact avec suffisamment de sang de Kuina, il tombe sous son charme et perd progressivement la volonté de se battre, lui permettant de les battre autant qu'elle le veut. Ceux qui connaissent Kuina la décrivent comme une grande sœur fiable, et elle est définitivement fiable, mais ses proches amis la décrivent un peu différemment. Elle a tendance à devenir obsédée par les gens dont elle se soucie, donc elle finit par vouloir tout faire pour eux, et je veux dire tout. Du bon côté, elle n'est pas encore au niveau d'obsession te ligoter dans le sous-sol, donc c'est une bonne chose, mais elle vient de trouver son nouvel objet d'affection, donc elle ferait n'importe quoi pour lui à ce stade. Rokuro remercie Kuina de l'avoir sauvé de ce monstre, et il jure qu'il n'oubliera jamais ce qu'elle a fait pour lui, mais ça ne fait que la rendre plus amoureuse. Elle dit à Rokuro qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter puisqu'elle peut gérer des faiblards comme ça sans transpirer, et pendant qu'elle dit tout ça, elle a posé le matelas par terre. Rokuro se demande à quoi c'est censé servir, mais avant qu'il ne puisse demander, Kuina le prend et le cale dans le lit avec elle allongée à côté de lui, et il ne sait pas comment il est supposé réagir dans cette situation. Pendant ce temps, l'un des membres de l'équipe de soutien a été repéré et court actuellement pour s'échapper d'un délai, même si elle a une bonne avance sur lui. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, il lui perce le crâne, la tuant sur le coup. Le lait marche ensuite devant le cadavre de la femme pour continuer à fouiller la clinique à la recherche de plus de gens à tuer. De retour dans la pièce avec Kuina et Rokuro, il n'est toujours pas sûr de ce qu'il doit faire ici. Il regarde droit devant lui et dit à Kuina qu'elle est terriblement proche de lui, mais elle est plus inquiète de la pâleur de son visage en ce moment, donc elle se lève et propose de lui préparer quelque chose. Elle demande à Rokuro quel est son plat préféré et commence à regarder autour d'elle pour voir si elle peut trouver une cuisine, et pendant qu'elle fait ça, Rokuro réfléchit sérieusement à ce qui vient de se passer. Ça n'a aucun sens que Kuina tienne autant à lui, donc la seule explication logique à laquelle il peut penser est que c'est un piège et qu'elle essaie de lui faire baisser sa garde pour pouvoir l'utiliser comme appât pour distraire les monstres. Kuina remarque que Rokuro tremble de peur et elle s'inquiète vraiment, donc elle lui demande ce qui ne va pas, mais un instant plus tard, elle entend quelque chose approcher. Elle se retourne et trouve un autre lait debout là, donc elle se lève et se prépare à en battre un autre. Le lait agite ses tentacles vers Kuina, alors elle esquive, mais cette chose voit droit à travers le mur, donc se prendre un de ses coups serait vraiment mauvais. Elle réalise que celui-ci sera plus dur à battre, mais elle pense toujours pouvoir le submerger, alors elle bondit avec un coup de poing circulaire. Cependant, il s'avère que le lait est capable de faire des tentacules à partir de chaque partie de son corps, y compris sa tête, donc il tord sa tête pour éviter le coup et poignarde Kuina à l'épaule. Elle essaie de garder ses distances pour pouvoir récupérer, mais le lait s'enroule autour de ses bras et commence à la faire rebondir dans la pièce comme une balle de flipper. Pendant tout ce temps, Rokuro se cache juste dans le coin de la pièce, regardant Kuina se faire malmener par cette chose. Elle ne peut pas se libérer de son emprise, et elle est bien trop désorientée par tous les rotations et les fracas pour riposter, donc le lait commence à lui piétiner la tête contre le sol, et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que sa cervelle soit éparpillée partout sur le sol. Rokuro réalise que la situation est vraiment mauvaise parce que si rien n'est fait rapidement, alors Kuina va définitivement mourir. Il veut aller l'aider, mais il a trop peur de quitter sa cachette parce qu'il est sûr qu'il se fera assassiner la seconde où il sortira. Kuina se fait toujours piétiner sa substance, et Rokuro essaie de se convaincre que s'il l'ignore, quelqu'un finira par venir la sauver, mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas vrai. Il est le seul espoir de survie de Kuina en ce moment, et il n'arrive pas à bouger, et il se demande quand il est devenu un tel trouillard. Il n'a pas toujours été comme ça, et maintenant qu'il y repense, tout a commencé avec son premier béguin, Lulu. Chaque fois qu'elle était avec lui, Rokuro ne manquait jamais une opportunité de farm de Laura devant elle, allant même jusqu'à sauter d'une falaise sans raison à part le fait que ça le rendait cool. Rokuro était si terrifié que ses mains tremblaient, mais il restait calme et posé parce qu'il ne voulait pas paraître faible devant Lulu. Rokuro est né dans une ville recluse dans les bois où beaucoup d'Oni vivaient parmi les gens, donc les choses étaient relativement paisibles. Rokuro passait souvent la journée à danser avec Lulu, c'est l'un de ses souvenirs les plus chers avec elle, mais un jour,
elle est soudainement tombée malade. À partir du moment où les cornes d'un Oni apparaissent, sa chimie sanguine change entièrement, donc elle ne pouvait plus aller chez un médecin normal. Heureusement, il y avait un médecin Oni en ville, donc Rokuro a pu emmener Lulu se faire soigner, et elle était sur le point de se rétablir complètement. Cependant, les choses fonctionnent rarement de manière si pratique, et quelques jours plus tard, le village a été attaqué par des agents de Momotaro. Lulu et Rokuro ont eu la chance de survivre au raid sans être découverts, mais le seul médecin n'a pas eu cette chance, et avec lui disparu, il n'y avait plus personne pour soigner la maladie de Lulu, donc son état n'a fait que se détériorer jour après jour. Rokuro a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider, mais il n'avait pas exactement les connaissances médicales nécessaires, donc il a décidé d'aller de ville en ville, à la recherche d'un autre médecin Oni, peu importe le temps que cela prendrait. Malheureusement, il était déjà trop tard. Lulu a attrapé sa main pour dire au revoir, et les derniers mots qu'elle lui a jamais dit étaient qu'elle avait toujours pensé qu'il était cool, donc elle veut qu'il reste comme ça quand elle sera partie. Quelques instants plus tard, les bras de Lulu sont devenus mous alors qu'elle rendait son dernier souffle. Rokuro a passé des jours à pleurer sur son corps, et il avait passé si longtemps à compter sur elle comme son havre de paix qu'il ne savait pas quoi faire une fois qu'elle fut partie. Finalement, la seule chose qui lui restait d'elle était son écharpe, et une fois qu'elle fut partie, toutes les inquiétudes et l'effroi qu'il avait gardés enfouis pour elle l'ont dévoré vivant. Ses cheveux sont devenus blancs à cause du stress, il a souffert d'une insomnie sévère, et avant qu'il ne s'en rende compte, il était devenu une personne complètement différente. De retour au présent, Rokuro regarde le lait se préparer à achever Kuina, mais il a encore trop peur pour faire quoi que ce soit, donc il accepte qu'elle va mourir parce qu'il est trop inutile pour aider. Mais juste à ce moment, il se souvient des derniers mots de Lulu, lui demandant de rester cool et confiant pour elle, et si elle devait le voir maintenant, elle serait définitivement déçue. Juste au moment où le lait s'apprêtait à ouvrir la tête de Kuina, Rokuro se précipite hors du placard et l'emporte hors de danger. Il la dépose doucement, et il se sent mal puisque Kuina n'a été blessée que parce qu'elle essayait de le protéger. Si Lulu pouvait le voir maintenant, il est sûr qu'elle serait déçue du genre d'homme qu'il est devenu. Il ne peut pas continuer à vivre comme ça, donc il se jure qu'il deviendra quelqu'un dont Lulu serait fière, et pour faire ça, il doit d'abord affronter le monstre juste devant lui. Il mentirait s'il disait qu'il n'était pas terrifié en ce moment, en fait, son cœur bat si vite qu'on dirait qu'il pourrait sortir de sa poitrine à tout moment, mais il sourit malgré tout et se dit que tout ira bien parce qu'il peut gérer ça. Il mord son doigt pour laisser son sang couler et forme une image de Lulu. Il lui demande si elle serait prête à rester à ses côtés à nouveau, même s'il n'est plus aussi cool qu'autrefois. L'image de sang flotte derrière Rokuro, et Lulu lui fait un câlin, donc alors que son sang recouvre son corps, Rokuro peut littéralement sentir la panique et l'anxiété disparaître de son corps, lui donnant bien plus confiance qu'il n'en a d'habitude. C'est sa libération d'éclipse sanguine, et oui, c'est essentiellement une dose d'antidépresseur, mais ça vient aussi avec cette veste cool et défend malade. Le lait essaie de le percer avec ses tentacules, mais avec son sang éveillé, Rokuro est capable de foncer à travers l'attaque du lait et tranche ses deux bras en morceaux en un mouvement. Cette technique s'appelle la danse de Frima cendrée, et Rokuro l'a modelée d'après l'une des danses qu'il faisait avec Lulu. Elle crée un essaim de pétales tranchants comme des rasoirs qui tranchent en synchronisation avec les mouvements de danse de Rokuro, et ce n'était que le début parce qu'il lui reste encore beaucoup de mouvements à essayer. Le lait lance une autre attaque avec le reste de son corps, mais ce n'est pas assez rapide pour toucher Rokuro. Il se sent plus léger que jamais parce qu'en ce moment, c'est presque comme s'il dansait avec Lulu à ses côtés, donc il sent qu'il pourrait accomplir n'importe quoi. Et maintenant qu'il est de retour à son ancien moi, il procède à farm de l'aura pendant quelques secondes avant de trancher le diable hors du lait et de le réduire en morceaux. Rokuro est vraiment fier de lui parce qu'il a enfin accompli quelque chose et qu'il avait l'air vraiment cool en le faisant, mais c'est dommage qu'il n'y ait personne autour pour voir. Pendant ce temps, Shiki se cache toujours dans l'une des pièces avec Mei, et une fois que la voie est libre, il lui dit que c'est sûr de sortir maintenant, mais Mei semble un peu bizarre. Shiki lui demande ce qui ne va pas, donc elle lui dit que puisque sa mère et son père sont déjà morts, peut-être qu'elle ferait mieux de mourir aussi. Shiki peut comprendre pourquoi elle se sent comme ça, et c'est certainement une option, mais il lui dit qu'elle ne peut pas se laisser mourir, peu importe quoi. Shiki sait que les parents de Mei voulaient très probablement la protéger plus que toute autre chose au monde, donc si elle meurt, alors ça voudrait dire que tous leurs efforts ont été gaspillés. Cependant, tant que Mei continue de survivre, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore perdu, donc Shiki lui dit de continuer à vivre et de se battre. Shiki promet aussi de se battre et d'écraser les gens qui ont volé la famille de Mei, et il espère que Mei l'encouragera quand il le fera. Pour l'instant, il lui demande de rester ici et de continuer à se cacher puisque, même si les monstres sont partis, il y a encore des agents de Momotaro en liberté et il ne veut pas qu'ils mettent la main sur elle. Mei ne peut pas croire que Shiki va vraiment sortir affronter les agents de Momotaro, et elle essaie de l'arrêter parce que ces types sont bien plus forts que lui et elle ne veut pas qu'il meure, mais Shiki lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il gagnera. Il ne sait pas comment il va faire, mais son cœur lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il perde, et c'est suffisant pour lui,
donc il continuera à se battre, peu importe à quel point c'est dur. Pendant ce temps, à l'extérieur de la barrière, Neto reprend finalement conscience. Il demande au gars combien de temps il a été inconscient, et ils lui disent que ça n'a duré qu'environ 15 minutes, mais un quart d'heure est plus qu'assez de temps pour que Tsubakiri ait fait des dégâts sérieux. Les gars s'excusent auprès de Neto parce que la seule raison pour laquelle il a été blessé était parce qu'il devait les protéger, mais il dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. En ce moment, il a des problèmes plus importants à régler, donc il se lève et commence à patiner pour partir, mais les hommes lui disent d'arrêter. Ils lui disent qu'il est trop blessé pour bouger en ce moment, et il demande où il pourrait bien aller à un moment comme celui-ci. Neto explique qu'il va à la base du temple d'Aryuda parce que ses étudiants sont là-bas et qu'ils vont avoir besoin de son aide pour s'occuper de Tsubakiri. De retour à la clinique, Shiki entre dans le hall principal et trouve Tsubakiri qui attend patiemment là. Il reconnaît l'uniforme de Momotaro, et il se souvient que Kyuya a mentionné que l'un des agents de Momotaro nommé Tsubakiri était responsable du détournement de tous ces corps morts et de leur utilisation pour attaquer la clinique plus tôt. Shiki demande de savoir s'il est Tsubakiri, mais avant de répondre à ça, Tsubakiri demande quel est son nom. Shiki ne comprend pas pourquoi il est si intéressé par les noms, mais il révèle que son nom est Shiki, et dès que Tsubakiri réalise que l'Oni devant lui est celui qu'il cherchait, un large sourire s'étend sur son visage. Shiki demande pourquoi Tsubakiri les a attaqués comme ça plutôt parce que seul un malade profanerait et manquerait de respect aux cadavres des morts comme ça. Cependant, Tsubakiri rit au visage de Shiki parce qu'il trouve tout ça hilarant. Il ne niera pas qu'il est un malade, mais c'est amusant d'entendre Shiki parler comme s'il était humain du fait que c'est mal de profaner les cadavres des morts. Il rappelle à Shiki que seuls les humains ont des droits, donc tout ce qu'il a fait aux Oni est du jeu équitable, et il ne prévoit pas de s'arrêter de sitôt. Entendre Tsubakiri dire ça plonge Shiki dans une rage aveugle, donc il sort son pistolet et le pointe vers lui. Au même moment, dans le système de tunnel, Jin est sur le point d'aller vérifier Kyuya quand il est soudainement arrêté par Yomoji. Elle lui demande s'il est sur le chemin pour voir Kyuya parce que si c'est le cas, il ne devrait pas perdre son temps puisqu'il est mort depuis un moment. Yomoji a vu l'expression sur le visage de Jin changer quand elle a mentionné que Kyuya est mort, et elle pense que c'est risible que des monstres comme eux se soucient les uns des autres. Jin se compose et dit à Yomoji que la seule chose qu'il importe est son objectif, et cet objectif implique de tuer chaque agent de Momotaro, donc il va commencer par elle. Jin active sa scie de sang et charge vers Yomoji, mais même s'il est sûr que son attaque a atterri, ça ne s'est pas senti bien pour une raison quelconque. Il regarde en arrière et voit que Yomoji a réussi à s'enfermer dans une de ses barrières, donc sa scie n'a eu aucun effet sur elle, et ça va être bien plus dur de l'abattre qu'il ne le pensait. Pendant ce temps, Tsubakiri ne prend à peine Shiki au sérieux et frappe négligemment le pistolet hors de sa main avec un canif. Il dit à Shiki d'essayer un peu plus fort puisqu'il n'y a aucun moyen qu'il ait vraiment pensé qu'un petit jouet comme ça suffirait à le battre. Shiki refuse de laisser passer ça, donc il procède alors à créer un canon bras entièrement modifié avec une lunette attachée. Neto a dit à Shiki d'éviter d'utiliser son pouvoir puisqu'il n'a pas encore le contrôle de la puissance, mais ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ça, donc sans hésitation, il presse la détente sur Tsubakiri, le projetant lui et tout dans un rayon de 5 mètres jusqu'au royaume des cieux. Tsubakiri a réussi à esquiver l'explosion d'une manière ou d'une autre, et il est complètement indemne, mais il admet qu'il ne s'attendait pas à ce que Shiki ait autant de puissance de feu, donc ça l'a un peu surpris. Shiki se moque de lui et demande si Tsubakiri a vraiment peur d'un petit vieux pistolet comme ça parce qu'il y en a bien plus d'où ça vient et il ne prévoit pas de retenir ses coups, donc Tsubakiri a intérêt à être préparé.